Et salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Abdel de chez Starknet, on va pouvoir parler un petit peu de tout ce qui se passe sur Starknet en ce moment. Comment tu vas Abdel? Eh ben, écoute, je vais bien, je te remercie. Salut tout le monde. Merci. Et d'ailleurs, je kiffe ton pseudo. On a déjà parlé sur la ref. Et... Tu te rappelles l'histoire où tu Ouais, avais dit que les moins de 30 ans, ils pensaient à Joe Star. Enfin, non, l'inverse. Alors que moi, j'étais dans le cas opposé. ouais. Bah je suis étonné que tu aies la ref parce que je te jure, tout le temps on m'envoie des gifs de Joe Star, Ouais. le français. Ouais, c'est terrible, c'est dommage que les gens n'aient pas la ref, mais regardez Bah Jojo oui, Bizarre parce qu'en Adventure. plus, ah ouais, c'est stylé. En vrai, j'ai pas encore tout regardé parce que moi, j'ai un peu de mal à partir de la saison 4, c'est parti un petit peu en un délire Oui, pareil. différent sur les styles des personnages et tout. Mais voilà, jusqu'à la saison 3, moi, je kiffe de fou. Ouais, jusqu'à Euh, Crusader, c'est banger. Exactement, ouais, ouais, c'est banger. Ouais. Ouais, très bien. Les gens savent pas ce qu'ils ratent, hein, vraiment. Bon, bref. Non, non, franchement, ouais, ouais. On n'est pas venu pour parler de ça, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, bon, je pense que tout le monde te connaît maintenant en France, mais quand même, si tu peux un petit peu te présenter rapidos. Ouais, bah du coup, moi, c'est Abdel. Avant d'être travaillé dans la crypto, j'étais dans la fintech, travaillé sur des solutions bancaires, etc. Ensuite, j'ai passé 4 ans en tant que Ethereum Core développeur chez Consensus. J'ai fait un petit tour par l'écosystème Cosmos pendant un an. Je voulais revenir sur l'écosystème Ethereum et je voulais m'intéresser à tous les sujets de scalabilité, etc. Et je suis très vite tombé amoureux du ZK, donc le Zero Knowledge Proof, etc. Je trouvais que c'était encore un nouveau terrier de lapin infini dans le terrier de lapin, quelque chose d'assez magique, etc. Et du coup, ça a piqué ma curiosité, donc j'ai voulu creuser plus. De fil en aiguille, c'est ça qui m'a amené à Starkware et à Starknet, parce que très rapidement, j'ai senti que Starkware avait une approche spéciale de la chose qui me plaisait, Mm. une approche un peu bold, un peu courageuse, qui sortait des sentiers battus de ce que les autres faisaient, qui n'avait pas peur d'aller à contre-courant total de ce que tout le monde faisait. Et ça m'avait bien plu cette approche. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus à la tech. J'ai rencontré des gens de Starkware. Et après, bah, j'ai rejoint Starkware. Et aujourd'hui, je suis Head of Ecosystem chez Starkware. Je dirige deux teams, la team écosystème et la team exploration. Donc, la team écosystème, c'est tout ce qui va toucher à l'écosystème Starknet au sens large. Donc, Mm. discuter avec les teams qui buildent des applications sur Starknet, aider à en ramener des nouvelles, les développeurs, etc. Et la team exploration, c'est un petit peu un labo en interne dans lequel on fait des petits projets cool, on fait pas mal de trucs, notamment Kakarot qui est né de la team exploration initialement. Et après, ces Mm. projets-là peuvent devenir potentiellement des boîtes à part ou des projets en dehors de Starknet. Mais voilà, Ok, pour la faire courte. ok. Avant d'entamer sur Starknet, est-ce qu'on peut En fait, moi, j'aime pas parler trop de la crypto à mon entourage qui est pas dedans, parce que il y a le côté très spéculatif. Par contre, j'aime bien leur parler du ZK, parce que c'est un truc que je trouve tellement intéressant, et je sais jamais comment l'aborder, je sais jamais comment l'expliquer simplement. Ça a l'air très compliqué. Est-ce que toi, tu as une habitude? Est-ce que tu as une petite phrase Hmm. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse énormément parce que le ZK va changer tellement de choses dans le monde, bien Hmm. au-delà Hmm. de la blockchain. Et en fait, c'est quand même plus facile d'en parler à une audience blockchain parce que pour l'instant, et ça aussi, ça explique pourquoi ça commence par la blockchain, c'est que c'est la seule industrie pour l'instant qui est suffisamment parano pour avoir besoin de cette trustlessness, de ne pas avoir à faire confiance à d'autres. C'est pour ça que Hmm. c'est plus facile à faire comprendre aux gens parce que par nature, on a le don't trust verify. Et Hmm. la succession naturelle du Don't Trust Verify, c'est d'utiliser du ZK parce que c'est littéralement ça. En gros, c'est vraiment Bitcoin qui a été un 0 to 1 sur la façon sur l'approche de la confiance. Et le ZK, c'est un autre 0 to 1. Parce que pour Bitcoin et pour le consensus en général, la seule façon de prouver l'intégrité de ce qui se passe, c'est que tout le monde réexécute. Donc, c'est Hmm. Hmm. l'intégrité par réexécution, ce qu'on appelle. Et donc, le ZK, c'est un nouveau paradigme encore dans lequel tu peux avoir de l'intégrité sans toi-même faire l'exécution. Donc, ça apparaît magique. Tu te dis, mais comment c'est possible? Et en plus, il y a le côté magique qui est l'asymétrie, qui est super intéressante. C'est-à-dire que tu peux vérifier quelque chose qui est fait par des entités beaucoup plus puissantes que toi. C'est ça qui est Hmm. intéressant. D'ailleurs, cette idée magique, elle a commencé dans un paper en 1992, qui était vraiment les prémices de cette idée. Et dans ce paper, c'était le PCP théorème, ça disait une phrase du genre un jour, un ordinateur simple sera capable de vérifier les calculs faits par des supercomputers, etc. Et on y est aujourd'hui. Le ZK, c'est littéralement Hmm. ça. Grâce à du ZK, tu peux vraiment prouver et vérifier l'intégrité du calcul. Donc, on entre dans l'ère au sens large des applications vérifiables. C'est un nouveau paradigme. C'est difficile de le pitcher à des gens qui ne sont pas dans la crypto parce qu'ils ont
ils n'ont pas encore les réflexes et la défiance par rapport à avoir confiance en une entité centralisée. Tu sais, pour la majorité des gens, ils sont très à l'aise et fine avec le fait de truster Microsoft ou tes banques, etc. Donc, par nature, c'est dur de leur pitcher le ZK si de base, ils ont confiance aux entités centralisées. Je pense que peut-être l'IA, c'est un truc qui peut leur faire comprendre. Pourquoi l'IA spécialement? C'est que là, on est dans une ère où l'IA accélère à une vitesse incroyable et on est obligé de faire confiance de plus en plus à des acteurs très centralisés, OpenAI et compagnie. Et les gens se rendent compte qu'en fait, pour arriver à de telles performances sur l'IA, c'est parce qu'ils ont accès à des volumes de données colossaux, etc. Donc, ça pose des questions de privacy. Et aussi, on se rend compte que ces gens-là, ils auront un pouvoir phénoménal d'influence sur le monde entier de par la façon dont ils entraînent leurs modèles. Donc, par exemple, ils peuvent avoir des modèles qui vont être biaisés, donc potentiellement faire passer des messages politiques, etc., de la censure. Et donc, en fait, le ZK, tu peux peut-être essayer de leur dire, vous voyez, on va être dans un monde où les IA sont tellement puissantes, elles pourront influencer la façon dont les gens pensent, parce qu'en fait, regarde, les recherches Google, elles sont en chute libre parce que tout le monde commence de plus en plus à faire des recherches directement via les LLM. Mais du coup, ils ont une influence colossale. Et donc, tu peux dire que le ZK, ça permettra d'avoir des preuves de la façon dont les modèles sont entraînés. Par exemple, tu auras une preuve ZK pour dire le modèle n'est pas biaisé politiquement, ou le modèle ne fait pas de censure, etc. Donc, peut-être c'est un biais pour pitcher le ZK à des gens qui ne sont pas dans la blockchain, parce qu'il y a plus de gens qui sont familiers avec l'IA que la blockchain, je pense. Du coup, Ok, c'est clair. Ça se voit que tu es passionné par le ZK, hein, t'en parles. Ah oui, pour moi, c'est magique. On va pouvoir pas mal en parler. Il y a Kinley qui dit mais même avec le ZK, il faut un intermédiaire de confiance pour créer une preuve valide. Voilà, non. Non, du coup, non, parce que, alors, en gros, quand tu fais du ZK, bah, tu vas avoir deux entités. Tu vas avoir le prover et le vérifieur. Le vérifieur, ça peut être n'importe qui. C'est toi, moi, n'importe qui veut vérifier l'intégrité d'un programme, d'un calcul, d'une transaction. C'est très large. On peut, dans l'absolu, prouver tout et n'importe quoi maintenant, plus ou moins. Et le prover, en fait, c'est pas un intermédiaire de confiance. C'est-à-dire que ça peut être n'importe qui. Et c'est OK, parce qu'en fait, même si c'est sur un data center, sur Amazon, avec un cluster de 100 GPU, désolé si je parle chinois, donc t'imagines une infrastructure cloud qui est centralisée avec plein de machines super puissantes, des cartes graphiques, etc. Parce que les GPU sont très utilisés dans l'IA parce qu'elles sont très performantes pour faire les calculs, par exemple, et pareil dans le ZK d'ailleurs. Et en fait, ces ordinateurs très puissants, ils pourront générer la preuve, mais tu n'as pas à leur faire confiance parce qu'en fait, toi, tu vas avoir une preuve mathématique de ce qu'ils font. Et tu vas prendre juste cette preuve mathématique et ils ne peuvent pas tricher. En fait, ils ne peuvent pas te mentir. Et tu n'as pas besoin d'avoir leur puissance de calcul pour te rendre compte qu'ils te mentent ou pas. C'est ça qui est puissant. Donc non, c'est pas un intermédiaire de confiance. Même si c'est centralisé, et d'ailleurs, tu peux aussi décentraliser les prouveurs, mais même si c'est centralisé, l'entité qui génère la preuve ne peut pas tricher. C'est pour ça que Vitalik disait que sur Ethereum, on pourrait dans quelques années vérifier la blockchain juste simplement avec un téléphone ou une Apple Watch, ou peu importe. Parce que c'est très peu de compute. Okay. Ouais, exactement. Pour la vérification, c'est très peu de compute. Donc tu pourrais le faire sur des devices, comme tu as dit, téléphone, montre, etc. Ce qui est ouf. Hein. Ce qui est absolument ouf. Ouais. Et du coup, vous êtes un peu les GOAT du ZK, vous faites du Snark plutôt que du Stark, pardon, à chaque fois je confonds les deux. Du Stark plutôt que du Snark, qui est fondamentalement plus puissant. C'est quoi les autres GOAT Je sais que toi, tu es plutôt franc-parler, donc tu vas pas me mentir, tu vas pas... Voilà, non, je vais pas te mentir. Voilà, c'est pour ça que j'en profite. C'est qui les GOAT du ZK à part Starknet dans l'écosystème et voilà, c'est qui fait un peu du... Je ne demande pas des fraudes, mais voilà, il y a sûrement des noms qui font des fraudes, tu vois. Ouais, pour ceux qui pourraient jouer dans à peu près la même ligue que nous, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, les teams que Polygon a rachetés, bon, certaines sont en train de ressortir, Maiden et Polygon Zero, ils sont très très forts en ZK. Sinon, tu as Risk Zero, qui sont très très forts également. SP1, ils sont forts, mais en gros, ils sont encore plus forts sur le marketing. C'est ça le problème, c'est qu'ils avancent plus fort sur le marketing que sur le truc. Ouais. Ils font du bon taf. Hein. SP1, c'est très fort, c'est très puissant et ils s'approchent très très fort du real-time proving, etc. Mais par expérience et si on parle factuellement,
on a vu des cas dans lesquels ils privilégient le go-to-market par rapport à la sécurité certaines fois. Donc, par exemple, il y a eu une histoire assez récemment où ils avaient eu des bugs de sécurité dans leur prover et la façon dont ils les ont gérés n'a pas été très, très, très honnête. Il y avait un petit mini-drama avec Federico, je pense que tu connais Federico de Lambda Class. C'est lui qui avait découvert les bugs et ils n'avaient pas été contents qu'il leur disclose les bugs, etc. Ils avaient mal géré. Et on est, voilà. Donc, je pense que moi, je les mets un peu, je les mets en dessous, clairement. Ils ne sont pas dans la même ligue que nous et je les mets même en dessous. Je préfère Risk Zero. Tu vois, par exemple, SP1, c'est vraiment la même catégorie que Risk Zero. C'est des compétiteurs purs. Nous, c'est un petit peu différent. Bah, on est tous dans le ZK, etc. Mais nous, c'est un petit peu différent dans le sens où on ne s'adresse pas au pur marché du proving tout seul en tant que tel. Parce qu'on a Starknet qui est le fer de lance du produit avec lequel on utilise du ZK. Mais pour l'instant, on n'exporte pas utiliser notre infrastructure de proving pour des choses hors Starknet. Enfin, pas massivement. On utilise notre infrastructure de proving pour d'autres choses. Par exemple, pour StarkEx, qui est l'infrastructure qui fait tourner notamment Sora ou DYDX, la V3, avant qu'ils move sur leur chaîne Cosmos. Et on a des AppChain Starknet qui utilisent la même infrastructure de proving. Donc, par exemple, Paradex, qui a un hyper liquide avec une stack Starknet, en gros. Mais eux, Risk Zero et SP1, ils veulent taper sur le marché du proving pur et dur. Tout ce qui aura besoin de prouver, etc. Donc, c'est vraiment deux compétiteurs. Et dans ces deux compétiteurs, pour moi, le GOAT reste Risk Zero. Je les mets au-dessus de SP1, même si en traction, en mindshare, etc., SP1 commence à être au-dessus, mais parce qu'ils sont meilleurs en marketing, branding, etc., par rapport à Zero. Sinon, dans le ZK, Polygon, ils sont très, très costauds. Après, moi je le dis, comme tu dis, je suis assez franc-parler. Il n'y a aucune team qui rivalise avec Starkware dans le sens où Starkware est la seule team qui a tous les niveaux d'excellence sur tous les maillons de la chaîne. Parce que tu en as, en général, c'est souvent divisé. Tu en as qui sont soit bons en recherche fondamentale du ZK, la partie théorie, mais ils ne la mettent pas en pratique, en production. Starkware, c'est la seule boîte qui à la fois est capable de faire des percées théoriques, littéralement l'invention des Stark, ou plus récemment les Circle Stark, qui est la base de notre nouveau prover Stu, et qui aussi développe l'engineering pour les mettre en production. On est à la fois la team qui a inventé cette technologie, qui l'a fait avancer avec des nouvelles innovations, et qui en même temps l'a mis en production et qui a l'infrastructure de proving la plus battle-tested au monde. Donc, il n'y a personne qui rivalise avec Starkware dans ce côté-là. Il n'y a personne qui fait à la fois les deux. Par exemple, SP1, ils sont plus focalisés sur la partie engineering. Ils n'ont pas fait des percées théoriques, etc., sur la recherche fondamentale, etc. Et t'en as d'autres, c'est l'inverse. Ils sont bons plus en recherche fondamentale, etc. Par exemple, des gens dans le groupe PSE, Privacy and Scaling Exploration, donc c'est un groupe dans l'Ethereum Foundation. Eux, c'est plus l'inverse de SP1. Ils sont plus bons sur la recherche fondamentale, mais ils ne développent pas les solutions. Ils font plus des papers, etc., mais ils ne développent pas les solutions en production. Starkware est la seule entreprise que moi, je connais qui est à la fois excellente dans les deux dimensions, qui sont souvent en contradiction. Ok. Même historiquement, dans tous les domaines, c'est très, très rare d'avoir les gens qui font à la fois la recherche et qui la mettent en application. Souvent, c'est des groupes de personnes différents avec et aussi, dans la recherche traditionnelle, c'est aussi souvent parce qu'un problème de financement. Mais du coup, Starkware a réussi à lever des fonds, etc., pour avoir les fonds nécessaires pour développer cette technologie en production. Ok, je comprends. Et il y a justement les stats du prover Stu qui sont sortis hier ou avant-hier, où on voyait par rapport à Risk Zero, SP1, j'avais du mal à comprendre l'immense gap, parce que c'est x30, x40, je crois, alors que SP1, il commençait justement à parler de real-time proving, de descendre en dessous du 12 secondes pour le block time Ethereum, et pareil pour Risk Zero. Comment vous avez calculé ça, et comment t'expliques cette différence, en fait? Ok. Cette différence, elle s'explique assez simplement et je vais essayer de vulgariser pourquoi. D'ailleurs, on va publier, on va mettre en open source le repo avec lequel on fait les benchmarks, parce qu'évidemment, on veut que tout le monde sache comment on a fait les benchmarks et qu'ils puissent les reproduire. On a pris des mesures. D'ailleurs, ces benchmarks ont été réalisés par une entreprise externe. On voulait justement qu'ils soient neutres. C'est une entreprise qui s'appelle ZK Security, qui travaille avec toutes les boîtes de ZK. C'est une boîte indépendante et on les a commandités pour faire ce travail de benchmark. Et les benchmarks vont être publiés. Justement, j'ai demandé en interne aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr qu'ils ont été faits, etc. On m'a garanti qu'on a fait un travail vraiment méticuleux pour s'assurer qu'on benchmarkait dans des conditions qui sont faires. C'est-à-dire avec tout le monde, avec les conditions optimales. Bonne configuration pour tous les concurrents, etc. Donc ça va être publié. On verra si les jeux se plaignent, etc. Et si potentiellement on a fait un truc qui est pas correct, on ajustera. Mais voilà, je tiens à dire qu'on a une recherche d'honnêteté intellectuelle le plus poussée possible.
Donc voilà, ça c'est pour la partie benchmark et comment on a fait ces calculs. Comment sont faits ces calculs en général? C'est qu'on va prendre des fonctions en général qui sont utilisées beaucoup. Donc, par exemple, une fonction de hash, que ce soit Ketchak qui est utilisée massivement dans Ethereum, ou SHA-256 qui est utilisé massivement dans Bitcoin, etc. Et on va benchmarker sur différentes primitives comme ça, et on va calculer les performances sur chacune des solutions, et on mesure. Donc, pourquoi on a un tel gap? En fait, ça s'explique par les choix historiques qu'a fait Starkware de construire un système qui, de bout en bout, va être optimisé pour avoir des preuves Stark efficaces. Donc, c'est vraiment la promesse cœur de ça. C'est-à-dire que Cairo, qui est la stack, le langage avec lequel on écrit les preuves, etc. Enfin, pour un développeur qui développe sur Starknet ou qui utilise Cairo, parce que oui, pour préciser, Cairo, c'est le langage qui est utilisé pour les smart contracts sur Starknet, mais tu peux l'utiliser aussi en dehors de Starknet. Donc, on a tenu aussi à en faire en sorte que Cairo peut être utilisé en dehors. Ça va être super intéressant pour le client-side proving et d'autres choses. Peut-être qu'on pourra en reparler après. Mais voilà, Starkware, dès le début, a voulu faire ça. Là où, par exemple, d'autres ont voulu faire des ZK-VM, etc. Starkware, depuis le début, savait que, par exemple, faire une ZK-VM, ça revient littéralement à faire rentrer un cercle dans un carré. Parce que le VM de base, elle n'avait pas été construite pour être ZK-friendly. Il y a des choses dans le VM qui sont une galère, un boulet énorme quand tu veux les prouver. Tu vois, des choix architecturaux de base, et ça va très très loin, avec des trucs qui sont utilisés massivement. Par exemple, Ketchak, qui est la fonction de hash qui est utilisée dans Ethereum, elle est utilisée absolument partout. Donc par exemple, quand tu fais un Merkle tree, etc., tu vas utiliser des Ketchak partout, etc. Et cette opération, elle est très difficile et coûteuse à prouver quand tu veux la prouver. Donc nous, par exemple, on n'a pas de Ketchak dans Starknet. On utilise Poseidon, qui est une fonction de hash, mais qui est spécifiquement ZK-friendly. Donc tous les choix qu'on a fait, t'imagines que tu as une machine virtuelle, bah, quand tu vas la construire, tu vas faire des choix architecturaux. Tu as des fonctions à avoir et tu vas construire tes Lego. Et en fait, on a pris chaque Lego, on a dit attends. On sait que nous, l'objectif à la fin, c'est de générer une ZK-proof la plus efficace possible. Quelle est la brique qui va nous donner le meilleur résultat à la fin? Et aussi faire attention que quand on assemble les briques, on a aussi le meilleur résultat optimal. Donc ça, c'est pourquoi on a fait ces choix-là. SP1, risque 0, il faut savoir qu'ils ont un overhead de base de par leur choix, mais ils ont un avantage par rapport à nous, et ça, je vais être très clair dessus, c'est que leurs solutions sont interopérables avec des langages déjà existants, par exemple le Rust. Donc eux, par exemple, ils prouvent, c'est du RISC-V proving. RISC-V, c'est un instruction set, donc c'est comme ARM, etc. C'est un truc bas niveau sur la machine. Donc c'est un set d'instructions, etc. Et eux, en fait, ils prouvent ça directement. Ce qui fait que n'importe quel langage qui peut compiler sur du RISC-V, comme Rust, et ben, dans ce cas-là, ils peuvent le prouver. Donc c'est un avantage énorme, parce qu'en fait, ils privilégient l'accessibilité aux développeurs, l'interopérabilité avec des librairies déjà existantes, etc. Nous, pour utiliser notre stack, pour l'instant, et c'est une petite alpha, mais qu'on a déjà dit plus ou moins, pour l'instant, il faut utiliser Cairo. Donc, ça veut dire que tu es un développeur, tu dois apprendre Cairo, tu dois réécrire ton programme en Cairo. Alors que là, si tu utilises RISC-0 ou SP1, si tu es un développeur Rust, bah, tu peux déjà utiliser leur truc. Donc, il y a une grosse partie de la différence de performance qui est due à ça. Donc, c'est un choix volontaire de leur part. Ils privilégient l'interopérabilité et l'accessibilité à plus de développeurs, mais il y a un prix en termes de performance. Et la deuxième chose, c'est que nous, nos Stark, elles sont basées sur encore une nouvelle génération de Stark. Donc, il y a le Stark originel, qui est le white paper de 2018, qui est ce qu'on utilise depuis 2018 pour StarkX, StarkNet. Encore aujourd'hui, en mainnet, on utilise cette famille de Stark, génération 1. Et l'année dernière, on a publié un nouveau paper, Circle Stark, qui est une nouvelle génération de Stark. Donc, le nouveau Provers 2, qu'on a benchmarké contre les autres, il utilise cette nouvelle génération de Stark, qui est une innovation en termes mathématiques et théoriques qui apporte beaucoup de bénéfices aussi. Donc, c'est la combinaison des deux qui fait qu'on a des performances qui sont bien meilleures à la concurrence. Mais elle s'explique et en tout cas pour la première partie, c'est dû à un choix de leur part. Donc voilà. Ok, je comprends. Et du coup, tu disais qu'il y avait un alpha sur Stew. Vous allez en faire une.
ZKVM, un Et truc plus. ben, Ouais, ouais, on travaille sur du risk v-proving avec Stu, exactement. Ouais. Et donc une ok, ZKVM. Ouais, ouais, incroyable. Et du ouais. coup, tu crois qu'il y a un monde où c'est l'architecture choisie par Ethereum dans 2-3 ans là? Peut-être, j'espère. Je pense que ça aurait du sens. Pour être honnête, on en a déjà parlé, hein, on en parle avec les Terrain Foundation, etc. Et c'est dans Ok. la liste des candidats qui sont explorés. Ouais. Ok, C'est dans la avec liste Risk des Zero candidats et qui sont Succinct, explorés. quoi, j'imagine. Ouais. Et d'autres Ok. encore, mais dans les plus sérieux, oui, c'est cela. Ok. Donc on verra ce que ça donne. Il faut déjà qu'on implémente la partie risque des provines et qu'on benchmark pour s'assurer que, parce que nous aussi en faisant ça, du coup, on aura une partie des contraintes qu'ils ont eux. Hmm. Donc il faut voir à quel point on sera plus performant dans ce cas-là, etc. Est-ce que même on sera plus Hmm. performant que dans ce cas-là, etc. Donc ça, c'est pas encore clair, donc on va le voir, on va travailler dessus. En fait, c'est un peu pour nous, c'est pas facile de prioriser ça parce que ça nous détourne de Starknet. C'est pas quelque chose Bien sûr. dont on a besoin pour Starknet. Donc, c'est un pari sur dire à quel point la distribution via du risk-based proving ou alors être une stack dans Ethereum est important pour nous ou pas. Donc là, il faut faire des choix parce qu'évidemment, bah, c'est des coûts en engineering, en temps, etc. Donc, mais voilà, on a la volonté d'explorer le sujet. On va voir ce que ça donne. Donc, ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. En plus, alors c'est un goal de fou d'être choisi par Ethereum, mais il n'y a pas de redistribution de valeur à part peut-être un Non, grant, quoi. Ouais. Hmm. absolument pas. Et nous, à Grande, à notre niveau, on s'en fout. Enfin, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Bien sûr, C'est pas ce qui nous intéresse. Ouais, ouais. Mais je oui, comprends. exactement. C'est là l'intérêt. Après, des fois, c'est comme dans la tech en général. Des fois, la distribution est plus importante que le value accrual direct. Hmm. Tu vois, il y a des entreprises qui ont commencé par des stratégies où ils voulaient juste être distribués massivement partout. Et après, ils recherchent des moyens de monétiser leur technologie. Il y a plein d'exemples dans le monde traditionnel tech. Mais voilà, c'est un risque. Donc, ouais. Ok, ok. Et du coup, vous, là, vous vous déplacez sur Bitcoin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions par rapport à ça. C'est quoi la vision et comment est-ce que, en fait, grâce aux ZK, vous arrivez à être une sorte de bridge entre les deux pour Starknet? C'est quoi la vision? Euh, Ouais, ouais. Déjà, précision, on ne se déplace pas sur Bitcoin, on non, s'étend à Bitcoin. Non, mais c'est important parce que c'est justement, je sais important. qu'il y a des gens. Ouais, ouais. On ne se déplace pas sur Bitcoin, on s'étend sur Bitcoin. Mm, mm. Plusieurs éléments. Donc, ça, c'était la première précision. Pour le clarifier, pour être très direct là-dessus, pour pas qu'il y ait confusion, que les gens ne pensent pas qu'on abandonne Ethereum. Deuxième chose, cette volonté d'explorer Bitcoin, elle date de très très longtemps. C'est pas ça, je réponds aussi à la critique que j'ai vu passer des fois, des trucs en mode, tu sais, c'est un peu le côté, oh bah Ethereum bat de l'aile, du coup Starknet Mm. quitte le navire et va du côté Bitcoin parce que Bitcoin avant tout. Pas du tout. Et ça, c'est très facile à le vérifier. Même littéralement, Eli a commencé son aventure blockchain en 2013 à la suite d'une conférence Bitcoin à San José, qui est d'ailleurs documentée sur le net. Il y a une vidéo de lui qui faisait littéralement une présentation dans la Bitcoin Conference San José en Mm. 2013, avant même la Waouh, conférence Ethereum, qui parlait des use cases du ZK pour Bitcoin dans le futur. waouh, oh Donc la là, on parle d'un vache. truc qui a 12 ans. Il y a 12 ans. Mm, Ethereum mm, n'existait même pas. Je mm. t'enverrai le lien si ça t'intéresse. Donc, c'est une vidéo qui Grave. date littéralement d'il y a 12 ans. Mm, mm. Et Eli déjà disait je pense qu'un jour le ZK pourra bénéficier à Bitcoin. Cette idée ne l'a jamais quitté. Il s'avère que jusqu'à il y a pas longtemps, c'était même pas possible d'imaginer pouvoir le faire sur Bitcoin. C'est pour ça qu'il n'avait pas le choix. Si tu veux, à ce moment-là, Eli il était dans une recherche où il avait fait toute sa vie la partie mathématique théorique, etc. Des papers sur des papers, etc. Mais jamais trouvé d'application pratique à ça. Et lui, il voulait pas s'arrêter à juste de la théorie de la recherche. Il voulait trouver un cas d'application. Mm. Et donc, à un moment donné, bah, quand Ethereum est arrivé, etc., il a senti que peut-être il y aurait un cas d'application pour le ZK, etc. Après, d'ailleurs, après, il a rencontré Vitalik très tôt, etc., dans la création d'Ethereum, etc. Il y a même des petites histoires, anecdotes que je ne peux pas raconter, mais qui sont intéressantes. Peut-être je t'en parlerai en Ok, off. carrément. Mais Eli, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il a appris les maths à Vitalik, mais il lui a appris beaucoup de choses à Vitalik sur la partie Mm. mathématiques fondamentales, sur la partie ZK. Donc tout ça pour dire que cette volonté, vision que les IK allaient pouvoir survivre à Bitcoin date de longtemps, même avant la création d'Ethereum. Donc c'est pas du tout un move opportuniste en disant Ethereum va mal sur ce cycle, Mm. Bitcoin a le vent en poupe, on quitte le navire. Donc ça c'est la deuxième chose. Nous la vision est très claire. Alors et en tout cas je vais parler pour moi très personnellement et très clairement sans détour. Pour moi il n'y a que deux layer one qui ont du sens dans toute cette industrie.
c'est Bitcoin et Ethereum. Et ça, je pense pas que quelqu'un pourra dire que j'ai jamais que j'ai dit le contraire une seule fois. Je pense pas avoir dit le contraire une seule fois. Et c'est pas que je dénie complètement tout le reste, etc. Par exemple, Solana, etc. Je peux même admettre qu'ils ont fait des innovations intéressantes, que d'un point de vue engineering, tech, ils sont très très costauds, il n'y a pas de souci là-dessus. Je dis juste que pour moi, dans mon standard de ce qui est important, c'est pas des layer 1 qui sont crédibles. Parce que moi, ma North Star, pour évaluer si un layer 1 est crédible, c'est est-ce qu'un jour il pourra résister à des états d'atténuation coordonnés. C'est-à-dire que les États se décident et se coordonnent, ce qui est un scénario qui est peu probable, sachant que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu beaucoup de scénarios dans lesquels les États se sont tous mis d'accord, mais quand même, si jamais ils se mettaient tous d'accord, est-ce qu'ils seraient capables de stopper ce layer 1? Et pour atteindre cette North Star, pour moi, il n'y a que Bitcoin et Ethereum qui ont une petite chance d'y arriver, parce que même pour eux, c'est pas gagné. Tu vois. Et en fait, des autres layer 1, ils sont toujours déjà capturés. En fait, ils sont déjà trop capturés. Déjà, Ethereum est le seul layer 1, le seul proof of stake que je tolère, parce qu'il a eu 7 ans de distribution proof of work avant. Et en plus, parce qu'il est optimisé pour avoir un énorme nombre de validateurs et aussi avoir une grande liveness. Ce qui n'est pas le cas des autres proof of stake. Tout ce qui est Tendermint, etc., c'est pas du tout résilient. Et c'est pas optimisé pour un très, très grand nombre de validateurs. Donc déjà, quand tu as un proof of stake, day one, c'est très chaud parce qu'en général, en plus, la distribution de la supply est fucked up, enfin, elle est concentrée. Donc, en fait, du coup, dès le début, tu es plus ou moins capturé. Et c'est des protocoles qui ont une gouvernance unilatérale. Tu as souvent une entreprise qui dicte tout, etc. Donc, pour moi, je les disqualifie de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des choses intéressantes. Et s'il y a des gens qui sont OK avec leur niveau de sécurité, de décentralisation, de résistance à la censure, grand bien leur face. Moi, ce n'est pas ce que je veux, ce pourquoi je veux mener mon combat et tout. Et voilà. Donc, pour moi, il n'y a que Bitcoin et Ethereum qui ont du sens de ce point de vue-là. Starknet a le pouvoir de scaler n'importe quel layer en théorie. Donc, techniquement, on pourrait même faire ça sur Solana, etc. Maintenant, dans une approche qui a du sens, je pense que le seul autre, pour moi, layer qui avait du sens à part Ethereum, c'était Bitcoin. Donc, c'était le chemin naturel. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire Bitcoin et Ethereum. Et après, on se dit que si on est capable de les connecter de manière trustless, ce serait la première fois qu'on arrive à connecter les deux plus gros écosystèmes crypto. Et peut-être qu'on aurait on pourrait voir arriver des nouvelles primitives DeFi qui pourraient bénéficier des liquidités des deux en même temps, de manière atomique. Et peut-être que là, ça serait une renaissance qui pourrait ramener des nouvelles choses intéressantes. Ok, mais du coup, c'est quoi la roadmap, entre guillemets, parce que là, vous avez du coup les assets runes. D'ailleurs, si tu peux prendre 2 secondes pour les expliquer après. Et puis, il y a Opicat, tout le monde demande, il y a une question d'ailleurs dans le chat sur Opicat. Est-ce qu'on a vraiment besoin commencer On sait que les gars qui gèrent un peu ce qui va avancer sur Bitcoin, ils sont un peu rustres, ils sont pas beaucoup. Enfin, je pense, c'est ce que j'entends, je les connais pas. J'ai l'impression que ça va être dur, mais du coup, vas-y, exprime-toi si… Alors, oui, c'est dur. La culture du changement sur Bitcoin est radicalement différente, ça, c'est clair. Radicalement différente. D'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai fait l'expérience avec pas mal de monde qui sont dans la crypto, mais pas trop dans Bitcoin. Est-ce que, par exemple, toi, tu sais qu'il y a un méga civil war en ce moment dans l'écosystème Bitcoin ou pas? Pas du tout. Ouais, c'est ça qui m'a frappé. En fait, ça m'a frappé à quel point c'est deux mondes qui sont totalement différents. Ils sont complètement silos. Il y a le crypto Twitter et il y a le Bitcoin Twitter. Et moi, à chaque fois, même mes collègues, beaucoup de mes collègues, je leur parle de cette guerre civile, etc. Ils me disent, mais t'es sérieux? Alors que moi, mon feed, il est 90% rempli de cette guerre civile en ce moment, littéralement. Il y a un drama phénoménal. Il y a une scission. Mais sur quel sujet? Ouais, sur quel sujet? Et c'est un sujet qui va nous concerner aussi indirectement. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est un niveau extrême qui pourrait arriver à des niveaux équivalents à la Block Size War. T'es peut-être pas encore là à ce moment-là, mais la fameuse Block Size War de l'époque qui a abouti à Bitcoin Cash, etc. Ouais. Donc là, ça a commencé avec Citrea, qui est aussi un Bitcoin L2. C'est aussi un Bitcoin L2 qui utilise BDM, etc. Je vais en parler de BDM parce que ça va nous emmener sur le sujet Opcat. Désolé, je passe pas plus. Je vais essayer de reconnecter tous les maillons. Okay. La question originelle, c'est est-ce qu'on a besoin du passage de Opcat sur BTC pour Starknet? La réponse est non, et justement, on va passer par la case BDM et je vais essayer de reconnecter tous les maillons. Le plan initial, effectivement, il dépendait d'Opcat. Mais comme il dépend d'un soft fork, et comme la culture du changement sur Bitcoin est très différente et c'est très difficile d'avoir des changements, on ne veut pas que notre destin soit lié à ce potentiel changement. Donc, on a exploré l'idée de s'étendre à Bitcoin via d'autres moyens en attendant. Et cet autre moyen, c'est BDM.
BitVM, c'est quelque chose qui a été inventé il y a 1 an. C'est une nouvelle construction, etc. Qui, pour la faire simple, est un peu à mi-chemin entre un multisig et un ZK rollup. Donc, c'est mieux qu'un multisig en termes de trust assumption. Donc, c'est mieux qu'une sidechain comme Liquid, etc. Mais c'est un peu moins bien qu'un ZK rollup de type Starknet. Pour te donner un ordre d'idée des trust assumptions, imagine que tu as un set d'opérateurs, par exemple 10 opérateurs. Dans un multisig classique ou une sidechain, tu aurais besoin que la majorité soit honnête pour que le système soit sécurisé. Okay. Donc, par exemple, Liquid, tu as une fédération de 11 membres et il faut que la majorité d'entre eux soient honnêtes. Okay. Sur un système BitVM, donc admettons, tu as 11 membres, comme la fédération dont on a parlé, avec 11 entreprises, etc. Il suffit qu'un seul soit honnête. Donc, c'est considérablement meilleur qu'un multisig. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, ça te permet de faire des bridges qui sont trust minimized. Ils ne sont pas complètement trustless, mais c'est un bridge dans lequel il suffit qu'un acteur soit honnête. Et là où ça devient intéressant, c'est que, par exemple, admettons, tu es un institutionnel, je sais pas, tu es un BlackRock, etc. Admettons, toi, tu fais partie de ces 11 opérateurs. Tu as BlackRock qui fait partie de ces opérateurs. Et ben, du point de vue de BlackRock, le système est complètement trustless parce qu'ils savent qu'eux, ils sont dans le set des opérateurs, donc ils vont opérer de manière honnête. Donc, ils savent qu'ils gardent la custody de leur asset. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de Bitcoin qu'en faisant partie d'un set d'opérateurs, tu peux avoir la garantie d'avoir 100%, de garder 100% la custody de Bitcoin. Et les mettre sur un autre layer qui aura plus d'expressivité ou dans lequel tu pourras avoir des smart contracts, des applications, etc. Donc, BitVM, c'est super intéressant. Dans le créneau BitVM, tu as pas mal de players. Les plus sérieux sont Citrea, Alpen Labs et nous bientôt. Et en gros, donc Citrea est l'une de ces trois qui va utiliser BitVM. Là, ils en sont en phase de testnet. Leur mainnet devrait arriver dans les mois qui arrivent. D'ailleurs, je serais curieux dans les commentaires si il y a des gens qui, entre guillemets, commencent à farmer les Bitcoin L2 parce qu'il y a une grosse narrative autour des Bitcoin L2. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui ont été faire un joujou sur le Citrea testnet? Est-ce que vous pouvez le dire dans les commentaires? Non pas que je vous invite à les farmer, mais c'est juste que je suis curieux si les gens commencent déjà à s'intéresser à la narrative Bitcoin L2 ou pas. Parce qu'en général, c'est un bon proxy, en fait, du mindshare et de l'intérêt des gens. Ouais. C'est pour ça que je demande. Donc, Citrea, ils ont publié leur paper et il s'avère qu'il y a un Bitcoin Core Dev, qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Antoine Poinçon, qui est devenu, j'allais envie de dire tristement célèbre parce que je pense qu'il n'aurait pas voulu être partie de ces gigantesques dramas. Il a vu ce white paper et en gros, il a dit en fait, si on songeait ça dans Bitcoin Core, donc qui est l'implémentation majeure de Bitcoin, tu vois, à la différence de Ethereum où tu as plein de clients, sur Bitcoin, tu en as un majeur. Il avait 95% des nœuds, ils utilisent Bitcoin Core. Ouais. Sur Ethereum, c'est bien plus diversifié. C'est aussi une grosse différence fondamentale entre Bitcoin et Ethereum. Donc, l'un de ces développeurs de Bitcoin Core, Antoine, il a dit si on changeait ça dans Bitcoin Core, ça favoriserait potentiellement l'utilisation de Bitcoin pour Citrea et les Bitcoin Rollup dans le futur. Sauf que ce truc-là qu'il a proposé de changer, c'est considéré par l'autre camp, une autre partie des Bitcoiners, comme du spam. Au même titre que les inscriptions, les NFT sur Bitcoin, etc. Donc, ça a créé un méga cassure, mais phénoménal. Hein. Je te dire, là, les gens, ils n'arrêtent pas de se démonter tous ensemble. Ça va très loin. Ça va très, très loin. Donc, tu as deux camps. Tu as le Bitcoin is money, c'est tout. Et le camp des Bitcoin is database. Et donc, tu peux faire ce que tu veux avec, tant que c'est des transactions qui sont valides au sens du consensus. Donc, il y a un gros drama. Et en gros, tu as une partie de la communauté qui a invité les gens justement à ne plus utiliser Bitcoin Core, à passer sur une autre implémentation qui s'appelle Bitcoin Notes, qui est maintenu principalement par un développeur, il est très connu dans Bitcoin, il s'appelle Luc Dachir, c'est un mec qui est complètement taré, vraiment, il est complètement taré. Mais vraiment, il est vraiment complètement taré. Il a des sales histoires avec lui. L'une d'entre elles, c'est qu'un jour, il avait perdu 200 BTC. Et en fait, il avait envoyé le FBI à une conférence de Bitcoin Dev parce qu'il accusait des gens de la conférence de lui avoir volé ses Bitcoins et tout. Enfin bref, c'est un mec taré. Oh là là, ok. Et donc lui, en gros, il maintient un fork de Bitcoin Core, mais avec des règles drastiques de filtre qui empêchent tous les spams, tout ce qu'il considère qui est du spam, comme les NFT et compagnie, etc. Et en fait, il y a eu un appel majeur, massif, à la communauté d'aller switcher sur ce truc-là. Et là, il a grimpé en market share, ce qui fait que c'est la première fois de l'histoire que Bitcoin Core est en dessous des 90% de nodes sur le network. Et là, il y a une trend, ça s'accélère.
Et en fait, il y a une partie de la communauté qui voit ça comme un signal de protestation envers Bitcoin Core. Et après, tu as des théories du complot qui disent qu'en fait, certains Bitcoin Core devs, ils sont financés par des VC pour manipuler la roadmap de Bitcoin, etc. Donc, ça part assez loin. Okay. Donc, c'est encore moins probable qu'on va avoir des changements rapidement là sur Bitcoin, vu le contexte. Mais tu confirmes ce que je sentais sur le côté de ces deux écosystèmes qui se touchent même pas du tout. Moi, mon feed, il est à 90% rempli de ce drama, littéralement. Et tous les gens à qui je parle, qui sont dans le crypto Twitter game, et même mes collègues, ils ne voient pas ce drama. Je dis, mais les gars, c'est une scène, c'est en train de se. Mais du coup, c'est assez intéressant comme phénomène. Et du coup, comme moi, je suis à cheval entre les deux. Je côtoie des gens des deux côtés. Du coup, je vois l'overlap entre les deux. Enfin bref, du coup, il y a un méga drama, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et nous, du coup, on n'a plus besoin d'Op4. On va commencer par BitVM, qui est le fameux design dont je t'ai parlé avant, qui nous permettra d'avoir un bridge trust minimized entre Bitcoin et Starknet. Donc voilà. Et en attendant même qu'on ait le bridge BitVM, on a déjà commencé des pas dans la direction Bitcoin, avec notamment, qu'est-ce que je peux citer? Oui, par exemple, l'intégration de Atomic, qui permet de faire des Atomic Swap entre Lightning et Starknet, et entre Bitcoin Mainnet et Starknet. Donc ça existe déjà. C'est par exemple déjà intégré dans Bravos, qui est l'un des deux wallets Starknet majeurs. Donc, ce qui est fou, c'est que du coup, avec un wallet Starknet, tu peux aller dans un commerçant qui accepte Bitcoin Lightning, tu peux scanner le QR code et ça va faire un atomic swap entre Starknet et Lightning et tu vas pouvoir payer si j'ai un commerçant qui accepte Bitcoin avec un wallet Starknet, sans même t'en rendre compte. Donc ça, c'est très stylé. Et en payant avec du Stark token ou un autre token sur Starknet. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, on a une intégration qui arrive dans Xverse, qui est l'un des plus gros wallets sur Bitcoin. C'est un petit peu le wallet degen de Bitcoin, dans lequel tu as des inscriptions, des ordinals, des NFT et tout ça. On a aussi un partenariat avec Lombard qui arrive. Lombard qui fait ils ont du LBTC, un wrap Bitcoin, mais qui utilise Babylon. Donc Babylon, c'est l'équivalent de Eigenlayer, mais dans l'écosystème Bitcoin. C'est du restaking sur Bitcoin. Donc on a LBTC, on va avoir un partenariat pour avoir du LBTC sur Starknet. Et on a d'autres choses qui arrivent dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui. Mais en tout cas, on commence l'implantation, l'expansion sur Bitcoin avec des partenariats avec des acteurs de l'écosystème Bitcoin. On prépare la partie BitVM pour être prêt pour aller en mainnet avec BitVM pour avoir un Trust Minimized Bridge. Et là, on pourra faire des choses plus sérieuses, avoir des vrais dApps sur Bitcoin qui tourneront sur Starknet. Etc. Mais oui, on ne dépend plus de Op4, on peut dérouler notre plan sans Op4. Si Op4 vient un jour, là, on pourra aller au step supérieur, avoir l'équivalent en termes de sécurité d'un vrai ZK Rollup, comme on l'a aujourd'hui sur Ethereum. Voilà. Ok, mais parce que ça fonctionne comment alors, Op4, on sait que c'était, de ce que j'ai compris, je maîtrise vraiment pas Bitcoin, mais de ce que j'avais compris, que c'était pour prouver du ZK. Avec BitVM, du coup, c'est quoi? Parce que du coup, ça va polluer l'espace de bloc de Bitcoin, si j'ai bien compris. Donc, ça va envoyer des transactions de temps en temps pour synchroniser les deux états? Non, alors en fait, ça va être c'est un hybride, en fait, c'est marrant, c'est un hybride entre Optimistic et ZK. C'est de l'Optimistic fraud proof. En gros, ça marche comme un Optimistic rollup, sauf que quand il y a une fraud proof, elle est résolue via du ZK. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose que, tu vois, les Optimistic rollup, un jour, ils iront vers du ZK. Mais entre deux, ils feront ça, justement. Ils feront de l'Optimistic ZK fraud proof. Donc ça, les BitVM, ça marche comme ça. Donc c'est de l'Optimistic rollup. Et en fait, en cas de dispute, si quelqu'un veut envoyer une challenge, une fraud proof, c'est résolu via du ZK. C'est juste que la différence, c'est que c'est extrêmement painful de vérifier du ZK sur Bitcoin sans OpKey4. Donc, en fait, tu es obligé de le faire sur plein de transactions, etc. C'est méga coûteux. C'est pour ça que tu le fais que dans le cas où tu as une fraud proof. Sinon, ça serait juste impossible. Ce serait pas pratique et ça serait trop cher, etc. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est de l'optimistic ZK fraud proof. Ok. Et tu sais, j'ai reçu Gaëtan il n'y a pas longtemps. Je pense que tu vois Gaëtan de Ethereum France maintenant. Ouais, bien sûr. Voilà, il m'avait dit qu'il t'avait parlé de potentiellement lancer un Layer 2 qui remplacerait Lightning, parce que Lightning, en tout cas pour beaucoup de gens, moi j'ai jamais utilisé, mais de tous les retours que j'ai, c'est pas terrible sur plein de niveaux. Alors, les gens qui disent ça n'ont pas utilisé Lightning. Déjà, ça, c'est ah ouais? T'aimes bien toi? Ouais. Ok. Franchement, alors, moi, je vais te dire très honnêtement l'état de Lightning. Lightning, franchement, je trouve que c'est de la bombe, mais pour les power users. C'est-à-dire que ça peut être de la bombe pour les users lambda, mais uniquement s'ils sont du custodial Lightning. Donc, ils ne sont pas en self-custody. En gros, tu as deux modes.
Tu as certains wallets Lightning, comme Wallet of Satoshi, qui sont méga friendly, c'est une dinguerie, tu payes, c'est méga. Et même pour des gens de la crypto, vous allez halluciner. Si vous utilisez Lightning en termes de vitesse, etc., de frais, c'est une dinguerie. Mais si tu utilises ces wallets-là qui sont très friendly user, eh ben, en général, ils sont custodial. Donc, c'est pas de la vraie self-custody. D'accord. Et tu as l'autre partie qui est des wallets self-custodial, mais ils sont un peu plus avancés. Parce que tu as le problème de Lightning qui est un peu galère pour les normistes, c'est que par exemple, tu as une notion de channel et de liquidité. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça qui est painful. Donc, si tu veux avoir ta self-custody, le faire proprement, etc., c'est un peu dur pour les normistes. Donc, ça, c'est un peu ça. Mais par contre, franchement, Lightning, c'est une dinguerie. Ça marche trop bien. Alors, il y a une question sur le scaling de Lightning. Donc, il y a quelqu'un qui dit Lightning, ça ne scale pas. Alors, c'est intéressant. La gestion des channels ne scale pas. C'est-à-dire que si on voudrait onboarder toute la planète demain sur Lightning, on ne pourrait pas. En fait, ce serait impossible, etc. Maintenant, la beauté de Lightning, c'est qu'il ne demande pas de data à envoyer sur Bitcoin. Tu peux faire autant de transactions que tu veux off-chain et ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de footprint sur Bitcoin. En fait, tu as juste l'ouverture des canaux et la fermeture des canaux qui ont besoin de passer on-chain. Mais sinon, tu n'as pas besoin de passer on-chain. Maintenant, là, il n'y aurait pas assez de canaux aujourd'hui parce qu'en fait, quand ça marche, par exemple, si je veux t'envoyer un paiement Lightning, soit on a un canal tous les deux en direct, et dans ce cas-là, je peux t'envoyer direct. Si on n'a pas de canal, on va devoir trouver une route. Donc, par exemple, admettons, tu as Gaëtan, tu as une route avec lui, moi j'ai une route avec lui. Et ben, du coup, on peut passer comme ça. Mais du coup, tu imagines bien qu'en fait, si on avait des milliards d'utilisateurs, ça serait compliqué. Oui. Et en fait, du coup, comme tu as besoin de passer on-chain pour l'ouverture de canaux, et c'est là que ça serait painful parce que avec le throughput de Bitcoin et les coûts, en fait, il faudrait des mois et des mois pour ouvrir tous ces channels. Donc, c'est là où il y a les limites de Lightning que les ZK Rollup ou d'autres techniques peuvent répondre potentiellement. D'ailleurs, pour le dire très clairement, moi, je vois un monde dans lequel il n'y aura pas un winner take all en termes de scaling solution. On aura plein de scaling solutions avec différents trade-offs et en fait, ils seront tous en même temps et en fonction des users, des applications, etc. Eh ben, ils utiliseront telle ou telle solution. D'ailleurs, la nouvelle méta aujourd'hui qui existe dans l'écosystème Lightning de plus en plus. D'ailleurs, Lightning est en profonde évolution. J'étais au Lightning Summit à Viareggio en Italie récemment, là, il y a quelques semaines. Et ça m'a frappé déjà à quel point l'écosystème Lightning est beaucoup plus gros et structuré et organisé que ce que je croyais. Énormément de players, d'entreprises, etc. qui font du très, très bon travail. Et aussi, il y a cette nouvelle narrative idée qu'en fait, Lightning, ce n'est pas juste un payment layer pour Bitcoin, c'est comme ça qu'il appelé de la narrative, c'est The Common Language for the Global Bitcoin Economy. En gros, il devient un layer d'interopérabilité entre les différentes scaling solutions de Bitcoin. Exemple, tu as Liquid, qui est une sidechain, donc qui avait été développé par Blockstream, donc Adam Back, c'est une sidechain. Donc, Trust Assumption d'une sidechain, c'est quasiment le plus dégueulasse en termes de sécurité. C'est du multisite. Tu as d'autres solutions comme Cashew. Cashew, c'est un autre protocole qui est très, très stylé. Ça permet des transactions complètement private, mais le niveau de privacy absolu, instant, etc. Mais il y a des grosses Trust Assumptions parce que ce n'est pas self-custody. Et tu as d'autres scaling solutions qui, dans le spectrum, ils ont différents trade-offs en termes de vitesse, frais, privacy et sécurité. Et en fait, via Lightning, elles sont toutes interopérables. Donc maintenant, la trend, c'est vraiment Lightning, c'est le langage commun de la Bitcoin économie au sens large. Et tu as une nouvelle méta qui est en train d'arriver dans les wallets qui est super intéressante. C'est qu'en fonction des montants ou des comportements, ils vont choisir automatiquement telle ou telle solution. Par exemple, pour les tout petits montants, ils peuvent choisir Liquid parce que les prestations ne sont pas ouf, mais bon, pour un tout petit montant, tu t'en fous. Ou par exemple, s'il y a un besoin de privacy, il peut utiliser Cashew jusqu'à une certaine limite, etc. Enfin, tu vas avoir une abstraction de cette complexité et à terme, tu auras des wallets Bitcoin qui vont être très sophistiqués et qui pourront utiliser la bonne scaling solution en fonction du besoin. Et je pense qu'un jour, les roll-up, les BitVM roll-up ou les ZK roll-up à terme, entreront aussi dans cette catégorie. Ils seront une des possibilités pour les users en fonction de leur trade-off. Parce que eux, ce qu'ils apporteront, c'est plus d'expressivité. Des apps qui ne sont pas possibles d'avoir sur Liquid ou d'autres trucs. De la DeFi, du lending, borrowing et compagnie. Donc, en fait, tu auras un panel de solutions comme ça. Mais Lightning, en vrai, pour un power user, ça marche extrêmement bien. On peut même faire une démo en live si tu veux. Tu fais un truc même sur un web browser en Lightning et je t'envoie un paiement de Lightning. Tu vas voir, c'est incroyable. C'est méga puissant. D'ailleurs, aussi pour comprendre la puissance de Lightning et avoir un sens en tant que
un peu plus normies, j'invite les gens à regarder Nostr. Déjà, de manière générale, j'invite les gens à regarder Nostr. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Ouais, Nostr, c'est vraiment, pour moi, c'est une dinguerie. Hein. C'est encore un autre rabbit hole qui va reshaper l'Internet et j'y crois vraiment. Ça commence par révolutionner la partie social media, donc l'équivalent d'un Twitter, mais résistant à la censure et décentralisé. Un peu, nous, si tu veux, c'est dans l'écosystème que tu connais, c'est Farcaster. C'est le Ouais, bien Farcaster sûr. des Bitcoiners, en gros. Ouais. Ok. Mais pour moi, il est bien plus crédible que Farcaster. En gros, en fait, c'est marrant, hein, parce qu'en fait, quand tu compares, c'est beaucoup les mêmes différences que tu as entre Bitcoin et Ethereum, tu les retrouves entre Farcaster et Nostr. Nostr, c'est vraiment une approche organique. Pas de VC, dès le début, c'était un protocole open source avec des gens qui travaillaient dans leur coin, etc. Dès le début, pas de funding de malades, etc. Farcaster, c'est l'extrême opposé. C'est une boîte qui a du méga funding, c'est pumped up, etc. Et c'est assez centralisé en gouvernance, etc. Nostr, c'est méga simple, c'est même pas une blockchain, c'est un système qui va réutiliser des primitives Bitcoin pour les signatures, etc. Et en fait, c'est un système où tu vas avoir des relayeurs. Et en gros, c'est basé sur la résistance à la censure. Et en fait, c'est un protocole dans lequel tu peux builder un Twitter-like, mais résistant à la censure. Et en fait, directement, ça a été buildé de manière complètement interopérable avec l'écosystème Bitcoin. Et ce qui est trop stylé, c'est que par exemple, tu as une application de Nostr qui va être l'équivalent d'un client Twitter, par exemple. Moi, j'utilise Primal, par exemple, mais... Ouais, on voit pas. Ah, c'est un petit peu. Attends, je vais enlever mon truc de merde. Enfin, mon truc de merde. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. Parce que c'est un peu le bordel dans mon bureau, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai mon, j'ai mon application. C'est comme un Twitter-like, etc. Ok. Ok, d'accord. Okay. Et en fait, je vais te montrer dedans. Je suis où là? Attends. Ah oui. Par exemple, dedans. Putain, j'ai du mal avec ma caméra. Dedans, j'ai un wallet Lightning directement embed. Donc là, je peux envoyer des sats, etc. Et en fait, si tu veux, par exemple, je prends un post n'importe lequel. Attends, j'espère que c'est pas un post de merde parce que j'ai pas envie d'envoyer de la thune à quelqu'un qui me dit de la merde. Donc en gros, attends, je vais essayer de te montrer en live. Tac. Là, j'ai appuyé. Attends. Là, j'ai appuyé. C'est bon. Il y a un paiement Lightning qui a été fait à la personne qui a fait le post. Instantanément. Et en fait, c'est comme si tu avais un Twitter dans lequel tu peux faire des tips instantanément via Lightning. Donc ça, c'est un très bon moyen de comprendre la puissance de Lightning très rapidement. Donc là, par exemple, les gens, déjà, par exemple, les gens qui développent Primal, ils appellent ça le on-chain Venmo ou le Bitcoin Venmo. Parce qu'en fait, du coup, tu peux utiliser, tu as un repas, etc. Pour split le bill, tu utilises ton application Nostr et tu zappes les gens, par exemple. Et en fait, tu utilises comme un wallet Lightning. Et en fait, c'est une super app. Et dedans, c'est à la fois ton application Twitter, mais aussi, etc. Donc bref, Nostr, c'est de la bombe. Je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Nostr aussi. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais bref. Donc Lightning, non, c'est très très stylé. Il y a des limitations dont on a parlé sur la gestion de channel, etc. Et pour les normistes, c'est pas extrêmement simple de l'utiliser si tu veux être en mode self-custody propre, etc. Mais par contre, si tu veux être en mode custodial, tu utilises Wallet of Satoshi, ça marche très très simplement. C'est même plus simple et plus intuitif qu'un wallet crypto MetaMask. Tu peux faire des paiements dans la vraie vie et compagnie. Enfin bref, voilà. Ok, très 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 clair. Mais du coup, tu as... Pas mal le mec, juste, il y a quelqu'un qui dit et hop, une déclaration d'impôt, lol. Oui, techniquement, le zap que je viens de faire, c'est pas bête ce que tu dis. Ouais. Parce que c'est pas... C'est full public, Lightning? On peut regarder tout ce qui se passe à l'intérieur? Non, voilà. Oui, bah non. Ouais, non, du coup. Ouais, bah non. Eh ben non, du coup. Ouais. Mais non, du coup, d'ailleurs, Lightning, c'est très stylé pour la privacy aussi. Mais voilà. Ok. Et du coup, tu as l'air de beaucoup croire pour l'expressivité de Bitcoin. Et en même temps, tu believes beaucoup sur Ethereum. C'est quoi la place que tu vois à la fois pour Bitcoin et est-ce que tu vas le voir se développer vers de la DeFi et tout ça? De toute façon, vous misez un peu dessus, mais toi, personnellement. Et Ethereum, elle est où sa place? Parce que j'avais parlé avec Guru aussi que le fait qu'on pouvait settle sur Bitcoin grâce au ZK. Si on commence à avoir un Celestia qui prend la place de la DA et un Bitcoin qui prend la place du settlement, tu vois, elle est où la place? Et puis Starknet aussi, au milieu de tout ça, c'est quoi que tu vois dans 5 ans, tu vois? Waouh, ça c'est la question. Mais c'est une question légitime. Et c'est une question légitime et que je pense que beaucoup de gens se posent. Et je pense que c'est aussi une partie des raisons pour lesquelles on a des problèmes avec certaines personnes de l'écosystème Ethereum. Parce qu'on est l'incarnation de quelque chose qui peut ébranler peut-être la promesse d'Ethereum. Moi, je te mens pas, je te dis la vérité. Là, j'ai eu beaucoup de clash avec des gens de l'écosystème Ethereum récemment, de plus en plus. Qui?
T'as pas des noms, des David? Des gros, des gros, Des des gros, gros, OK, OK. des gros Il y en a poissons, qui sont ouais, des durs, gros. ouais, ouais. Ouais, et qui ont une vision de Bitcoin qui me plaît pas du tout, qui me plaît Mmh. pas du tout, mais à un point qui m'irrite vraiment, hein, du coup. OK. Je sais pas ce que je dois faire par rapport à ça, pour être très honnête avec toi. C'est-à-dire que à cause de mon rôle, c'est difficile de pouvoir m'exprimer pleinement sur le sujet. Mmh. Euh, mais si ça tenait qu'à moi, je pense que là déjà j'aurais fait un méga drama là, tout de suite. Euh, OK. j'ai- il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas dans la vision de certaines personnes d'écosystème Ethereum par rapport à, à Bitcoin. En fait, pour le dire très simplement, je peux concevoir qu'un Bitcoiner n'apprécie pas Ethereum parce que Ethereum a objectivement. Attends, je réponds juste à une dinguerie là. Tu vas pas encore changer de crèmerie après Ethereum, Atom, Starknet. Oula. Alors, Atom, j'ai jamais été bullish sur Atom en particulier. J'ai été bullish sur Atek Cosmos et j'aime toujours Atek Cosmos, mais ça a jamais été une blockchain crédible au même titre que Bitcoin et Ethereum pour moi. Mmh. La tech m'intéressait, Tendermint, le Cosmos SDK et la vision AppChain, mais c'est tout. Et Starknet, Mmh. bah, c'est l'extension de Ethereum et Bitcoin. Donc, non, pour moi, j'ai pas changé mon fusil d'épaule au cours de cette année, de toutes ces années. Je l'ai juste affiné mon niveau de spectre et d'exigence qui me fait de plus en plus être maximaliste au sens large en termes des valeurs fondamentales, qui me fait me tourner par les deux layers les plus cohérents sur ces properties qui m'intéressent. Et Mmh. j'avoue que là, je suis de plus en plus, je me sens proche de Bitcoin, de plus en plus, Mmh. même plus que par rapport à Ethereum, pour être honnête. Il y a des choses sur l'écosystème Ethereum qui m'inquiètent sur le futur, etc. Et c'est marrant parce que je pense sincèrement que les choses qui m'inquiètent sont les choses qui, toi, te rendent bullish sur Ethereum. Et quand je dis toi, c'est toi et beaucoup de monde. Hein, Allez, L2. Ah bah le, non, vous avez une L2, mais c'est peut-être ouais, la non, non, centralisation de ceci qui t'inquiète. non, c'est pas ça. Alors, il y a deux choses. Et tu vas trouver ça paradoxal parce que c'est des choses qui potentiellement sont objectivement bien. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. En gros, là, donc Ethereum a été mise à mal sur ce cycle, Mmh. etc., qui était un peu morcelé, littéralement, pris en Ouais. sandwich entre Bitcoin et Solana. Parce que Mmh. les institutions gouvernement, ils sont orientés vers Bitcoin, les normies retail des gens sur Solana. Donc Ethereum est entre les deux. Donc là, ça fait depuis quelques semaines, quelques mois, qu'il y a eu un début de ralliement de l'écosystème Ethereum pour casser la donne, etc. Et là, objectivement, il y a eu plein de choses qui sont passées. Du changement de leadership à l'IF, un gros ralliement des gens, etc., pour être plus bullish sur Ethereum. Donc en soi, dans l'absolu, tu vas me dire, bah quoi, Abdel, c'est bien ça et tout. Je reviendrai après là-dessus. D'ailleurs, c'est lié au drama qui se passe sur Bitcoin. Et tu vas voir, peut-être aussi, ça va te surprendre ce que je vais dire, mais je vais essayer d'expliquer. Euh, et après, tu as aussi cette mouvance qui dit, vas-y, pump it up, on va scaler à gogo, on augmente le gaz limite comme des malades, etc. Donc, j'ai un peu peur de ce côté prématuré, de dire un petit peu, on est un peu trop en panic mode, réaction à Solana, etc. On va accélérer un peu trop les compromis que de base, plus ou moins, on reprochait à Solana. Le côté de dire, bon, ok, vous en fichez de l'impact sur les requirements pour lancer un node, etc. Maintenant, on appelle à augmenter le gas Mmh. limit. Même si pour Ethereum, c'est différent, parce que comme Ethereum va devenir un ZK-L1, on peut avoir le meilleur des deux mondes et on pourra être Mmh. capable d'augmenter le gas limit sans heurter la décentralisation. Mais ça me paraît un peu prématuré dans l'état. C'est un peu ça qui me fait peur. Mmh. Et grosso modo, c'est plus le précédent, le signal d'une énième accélération de la roadmap Ethereum, là où j'apprécie, pour être honnête, de plus en plus l'ossification de Bitcoin. Et c'est paradoxal, parce que moi, j'ai besoin, entre guillemets, Starknet a besoin d'un changement sur Bitcoin pour opérer de manière optimale, mais je te jure que j'aime énormément la valeur que ça a de se dire, mais putain, pour changer Bitcoin, c'est chaud, quoi. Il faut s'accrocher pour Mmh. pouvoir changer Bitcoin. Mais en fait, ça a une valeur colossale, en fait, et on sous-estime cette valeur-là. Et en fait, plus on se complaît dans cette logique de course effrénée à ajouter des choses dans la roadmap, d'accélérer, etc. Par exemple, Justin Drake a fait le proposal sur la Bean Chain. Sur une Mmh. roadmap à 2029, tout le monde s'est plaint. Et là, du coup, ils sont en mode, vas-y, pump up, fuck it, on va le faire dans 12 mois. Ça va arriver dans 12 mois. Mais Ouais. en fait, moi, je pense que c'est pas bon. Je suis désolé. Quand tu builds un système qui a de telles ambitions, qui gère des milliards et des milliards de liquidités, etc., qui a vocation à changer le monde, transformer la monnaie, bah ouais, raisonner sur une roadmap sur 4-5 ans, bah c'est OK, en fait. On n'est pas là Mmh. pour, tu vois. C'est sûr. Et du coup, cette accélération extrême me fait peur. Alors après, oui, peut-être ça va rassurer beaucoup des investisseurs, etc. Et potentiellement, ça va avoir un impact
sur ETH et les gens vont être contents parce que number go up. Mais moi, ça me plaît pas trop. Cette mouvance, ce signal, etc. Même si j'ai encore confiance dans les gens qui poussent ces changements, etc. Je pense encore qu'ils ont des bonnes intentions, etc. Et qui sont, dans leur logique, ils sont plus pragmatiques et une réponse aux inquiétudes des gens, etc. Mais le signal me fait peur. Et pour revenir sur le côté ralliement d'écosystème Ethereum, etc., et que ça va mieux, j'ai remarqué justement par rapport à cette guerre civile récente sur Bitcoin, ce qui m'a frappé, je me suis dit, mais putain, il y a un truc qui est quand même incroyable avec Bitcoin, c'est que Bitcoin peut shine même en temps de crise absolue. On est proche de l'ATH de Bitcoin, enfin on est à l'ATH de Bitcoin, il y a une accélération gouvernementale, institutionnelle, ça n'a jamais été aussi incroyable sur Bitcoin, alors qu'il y a une civil war. Et personne ne le sait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. Sur Ethereum, ça ne marcherait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de résilience, Ethereum, j'ai l'impression qu'il marche bien que dans le happy flow, où tout le monde est content, tout le monde est copain. Et tout le monde bosse main dans la main. Là, au Bitcoin, tu sais, il y a cet adage un peu dans Bitcoin, je ne sais pas si tu le connais, c'est Bitcoin is for enemies. C'est cette idée qu'en fait, Bitcoin, en fait, c'est comme si c'était en temps de guerre permanent, en fait. Et on est tous Bitcoiners potentiellement, mais on se chie dessus littéralement, on n'a pas les mêmes visions, etc. Et ça marche quand même. Et en fait, le fait que Bitcoin is for enemies et ça marche dans un système où tu n'as que des ennemis, en fait, c'est exactement la target, tu vois. Non. Donc voilà, c'est ça. Donc ça fait un peu peur. Le côté on a besoin d'être en mode tous copains pour que l'Ethereum avance. Et le côté, cette grosse accélération et le signal de dire, OK, on veut trop répondre au marché, tu vois. Aussi, rien que le fait de se dire, on répond au marché, c'est pas forcément très sain, tu vois. Parce que voilà, Ethereum, les fondamentaux, ils sont là depuis le début. Pour moi, je suis désolé, bon, il y a des gens qui disent qu'Ethereum fait que de pivoter, je pense pas que c'est vrai. En vrai, il y a eu ça a toujours été cohérent, si tu veux, tous les changements. Bien sûr. Bon, moi, le passage du Proof of Work au Proof of Stake, je suis pas méga fan dans l'absolu, je préfère le Proof of Work, mais il était cohérent pour ce qu'il voulait être fait. Le passage à une roll-up centric roadmap, c'était cohérent, Bien etc. sûr. Là, le côté CK1, c'est même pas nouveau, en vrai. Ça fait longtemps que Vitalik et les autres disent qu'un jour, ça sera comme ça, tu vois. Donc, c'est cohérent. Donc, en fait, et ces fondamentaux sont très forts. Et c'est ce qui donne la valeur à Ethereum de base, en fait. Et j'ai peur qu'en fait, à vouloir trop copier sur la main, en fait, on va perdre la raison existentielle qui fait qu'Ethereum est complètement différent et qu'il n'y a que Bitcoin et Ethereum et il y a tout le reste, tu vois. Et là, Ethereum va du côté tout le reste, un petit peu, en gros. Je suis d'accord, mais en plus, moi, je te rejoins parce que moi, voir des gens qui se battent pour que le L1 scale, ça me plaît pas plus que ça. Moi, ce que je veux, c'est que les L2 scale. Pour moi, c'est les L2 qui apportent. Pour moi, je vois Ethereum comme un settlement layer. Peut-être un DA layer, à la limite, mais s'il s'ossifie en tant que settlement layer, ça me va très bien. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, Ethereum peut réussir et son prix peut diviser par 10. On s'en fout, c'est pas grave. Et c'est vrai que là, je comprends pas le move de dire on va scaler le L1, plus personne veut du L1 de toute façon. Faites scaler L2. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Ethereum peut réussir en settlement layer et doit réussir en settlement layer. Et indirectement, il en bénéficiera. Parce qu'en fait, là, il ne faut pas juger sur. Et tu l'as très bien dit d'ailleurs. J'avais bien aimé, tu avais fait un truc qui disait mais les gars, il ne faut pas juger sur les revenus que fait Ethereum aujourd'hui. C'est volontaire qu'il ne fait pas de revenus aujourd'hui. C'est parce que là, il faut d'abord scaler, pousser les gens sur le L2, améliorer la UX, la sécurité. Après, quand les L2 vont scaler, les revenus, ils vont être là pour le protocole L1. Et ça, tu as raison. En fait, les gens, ils calculent avec les revenus, les métriques d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas bon. C'est un mauvais calcul. Je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que Bitcoin n'est pas aussi. Parce que, imaginons, c'est un settlement layer ossifié. Qu'est-ce qu'il apporte de plus que Bitcoin dans ce cas, si on peut aussi avoir un settlement layer sur Bitcoin? Alors, objectivement, d'un point de vue tech, Ethereum est meilleur pour un roll-up. C'est largement meilleur. C'est juste, il n'y a même pas de comparaison. Même dans un monde où on a Up4, on sera très loin d'avoir les mêmes performances qu'on peut avoir sur Ethereum. Parce que Bitcoin n'embrasse pas le côté d'être un roll-up centrique roadmap, alors qu'Ethereum a littéralement tout fait pour faciliter la vie des L2 qui se greffent dessus. Donc non, Bitcoin, d'un point de vue tech, il n'y a pas match. Je ne vais pas te mentir, il n'y a pas match. Notamment, un des gros problèmes qu'on aura, même si on est capable de vérifier des preuves, c'est la DA. Je vais te dire un chiffre. On serait capé aujourd'hui, j'ai fait des estimations, on serait capé à 200 TPS maximum pour tous les roll-ups sur Bitcoin. Ouais, donc très capé comparé, parce que Ethereum a optimisé la DA avec les blobs, comme tu le sais, etc. Donc non, d'un point de vue tech, il n'y a pas match. Même dans un monde où on a Op4, il n'y a pas match. Donc Ethereum a l'avantage sur la partie tech, parce qu'il a embrassé d'être un roll-up centrique. Donc, Ethereum aura toujours de la valeur, je dirais. Peut-être qu'en fait, la distinction se fera sur la nature des applications.
Peut-être que les applications qui auront besoin d'un niveau hardcore de résistance à la censure, sécurité, etc., ils privilégieront d'utiliser Bitcoin dans settlement layer malgré les contraintes, que peut-être ce sera un peu plus cher en termes de frais, ce sera potentiellement, il y aura moins de throughput, ce sera plus limité, etc. Après, tu vas me dire, pour le DA, on peut très bien avoir des value jumps sur Bitcoin. Par exemple, d'ailleurs, on verra, hein, pour l'instant, les L2 majeurs ne se tournent pas vers Celestia ou des DA. Moi, j'attendais de voir si il y avait des L2 majeurs. Nous, par exemple, c'est pas dans les planches. On n'a pas de volonté à ne plus utiliser Ethereum en tant que DA. On a Megaif. Mais imagine, on a Megaït. Ah oui, Megaït. Ah ouais, t'as raison, bien. Donc, est-ce que, si dans un monde où Ethereum perd sa fonction de DA layer, comme tu l'as dit, là, du coup, on pourrait reproduire la même chose sur Bitcoin, parce qu'on n'aurait plus cette limitation de DA. En fait, tu pourrais avoir un Starknet qui settle sur Bitcoin, mais qui utilise Celestia ou un autre DA layer. Donc, dans ce cas-là, on reviendrait à kiff-kiff sur la partie DA. Ça se resserre dans ce cas-là. Mais t'as quand même, tu vas valider l'état du L2 seulement après 12 minutes sur Bitcoin, par contre, et pas. Ouais, la finalité. Ouais, t'as raison. La finalité serait différente. Ouais, la finalité serait meilleure sur Ethereum. Parce que, surtout qu'on aura du single slot finalité sur Ethereum. Oui. Donc là, on aura une finalité à 12 secondes, ce qui est radicalement plus rapide que sur Bitcoin. Il parle de 4 maintenant. et non, et encore, en vrai, 10 minutes, c'est pas une finalité sur Bitcoin. Oui. Déjà, techniquement, il n'y a même pas de finalité en proof of work, mais en général, on considère que 6 confirmations, c'est une finalité. Donc, c'est 1 heure plutôt. On se rapproche de 1 heure. Ouais. Les exchanges, tout ça, ils comptent 6 confirmations. Donc, pratiquement parlant, ça serait plutôt du 1 heure de finalité versus 12 secondes dans un monde où. Donc, ouais, Ethereum aura un avantage là-dessus aussi. Ok. Et faudra que tu reviennes pour qu'on philosophe un peu sur tout Ethereum, Bitcoin et tout. Là, il y a beaucoup de j'ai un sujets. petit peu. Ouais, il y a beaucoup de sujets. Mais je sais que les gens sont venus pour Starknet et j'ai quand même quelques questions pour. Ah oui, putain, avec tout ça, on a oui, c'était le sujet de base. Où en est Starknet du coup? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le lancement? Vous avez été Stage 1. Quand est-ce que vous êtes Stage 2? Est-ce que c'est sur les plans? J'ai plein de questions après, mais vas-y déjà pour ça. Ouais, donc on vient de passer Stage 1 il n'y a pas longtemps, donc très très cool. Stage 2, ouais, on a beaucoup discuté avec la team L2Bit pour comprendre les requirements pour Stage 2 et on les inclut là dans la roadmap. Je ne peux pas donner encore un ETA sur la date, etc., mais je sais qu'on a discuté avec eux et qu'on a rajouté ça dans la roadmap et on va essayer de le prioriser. Donc j'espère que dans une version ou deux de Starknet, on aura Stage 2. Pour moi, c'est important personnellement. J'ai envie qu'on enlève de plus en plus les training wheels des L2 parce que il est vrai, ça c'est un truc que je reconnais dans l'écosystème Solana, notamment par exemple Mertre, etc., qui crie à l'hypocrisie des L2. C'est vrai qu'il faut qu'on arrête d'accepter cette centralisation des L2. Il faut avancer. Il faut avancer sur les stage 2, décentralisation, etc. Donc moi je suis content, on avance là-dessus. Donc on avance à la fois sur stage 2 et décentralisation. Donc ça aussi, on avance bien là-dessus. J'ai pas de date, mais ouais, je pense qu'on y sera avant la fin d'année stage 2. Ouais. On sera avant la fin d'année stage 2. J'espère peut-être Q3, on sera stage 2, ça serait bien. Et après, pour la décentralisation, j'espère que de manière optimiste, peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, on serait décentralisé au niveau de Starknet, avoir plusieurs séquenceurs. Et pourquoi vous ne faites pas comme Megaif avec une rotation? On pourrait. Nous, on s'est orienté vers un chemin consensus BFT de type Tendermint. Donc là, on a travaillé avec Informal System, qui est une team qui travaille beaucoup dans l'écosystème Cosmos, qui notamment a développé le consensus de Cosmos. En fait, on a travaillé ensemble pour designer une nouvelle génération de Tendermint, en fait, un Tendermint++, qui sera spécifiquement adapté pour les ZK Rollup. Et c'est le consensus qu'on va utiliser pour Starknet. T'as raison, on aurait pu s'orienter vers un truc beaucoup plus simple, un système de rotation. on pense juste que ça n'a pas beaucoup de valeur dans l'absolu, comparé à un système BFT, Proof of Stake classique. Ça aurait été une étape qui nous détourne pour après revenir à un truc plus secure. On ne pensait pas qu'il y avait de la valeur. Mais bon, j'imagine que les gens aiment bien aussi le pragmatisme de Megaït. Ils se disent, ok, c'est déjà mieux. C'est mieux qu'un séquenceur centralisé. Et c'est sûrement mieux qu'un séquenceur centralisé. Je sais pas, qui va runner les autres? C'est des entreprises qui sont connues pour les autres séquenceurs? C'est des gars proches de Megaif, mais il y aura un mécanisme de slash quand même.
D'accord. Ah, il y aura un mécanisme de slash. Ok. Bon, Bon, ouais, bah, ok, ouais. c'est pas Après, mal. ça C'est reste, pas mal. tu vois, Megaif, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour la scalabilité Oui. et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as plusieurs nœuds, comme chez vous, vous allez perdre forcément un petit peu en scalabilité, non? Si vous commencez à décentraliser? Potentiellement. Alors nous, on ne veut pas décentraliser à outre mesure parce qu'en fait, juste, il n'y a pas besoin Ouais, pour un zero. C'est pas qu'on ne veut pas, mais il n'y a pas besoin c'est pour la ça. sécurité. En Mmh. fait, grosso modo, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de 100 séquenceurs. Ça n'a pas Mmh. trop de sens. Avec 100 séquenceurs qui sont relativement bien distribués, tu as une bonne liveness et résistance à la censure. Parce qu'en fait, encore une fois, la sécurité ne dépend pas du fait que tu sois décentralisé. C'est juste Oui, la liveness et la censorship résistance. c'est ça. Parce qu'encore une fois, même dans un monde centralisé, on ne peut pas mentir. On ne peut pas faire une transition invalide sur le L1. Mmh mh. Donc, ouais. Normalement, d'après les premières estimations, avec justement ce nouveau consensus, on ne serait pas capé. Enfin, là, les premières estimations, je crois, ils avaient fait tourner du 54 TPS sur le consensus, donc on ne serait pas limité par le consensus. Waouh, Ouais. OK. Sachant OK, que trop là, on stylé. gère à peu près 1K. On a déjà fait du 1K TPS en mainnet. On va Ouais. augmenter progressivement jusqu'à 10K, donc on ne serait pas limité par le consensus. OK, OK et par rapport à alors vous avez Kakarot qui est une ZK VM, vous avez, Madara qui fait de l'AppChain, je crois. Comment ça avance? Et puis est-ce qu'il y a un monde où, vous utiliserez une solution comme, Eigentie par exemple, pour, scale beaucoup et tout en restant, alors Ethereum aligned, de très loin un petit peu. Mais, tu vois? Est-ce que ça a été discuté ce genre de truc? Alors, tous les LDA layers, on les intègre, on les considère dans Madara, justement. On est OK. très à l'aise avec l'idée de dire que des Starknet AppChain utiliseront des LDA layers, ça a du sens. Donc, dans Mmh. Madara, ils supportent aujourd'hui déjà Celestia, Avail, euh, pas encore Egain, je crois, mais on pourrait le supporter. Donc, ouais, Mmh. Madara, c'est pour la partie Starknet AppChain. Donc, ça permet à n'importe qui de lancer ça. C'est comme la OP-Stack. Ouais. C'est comme la OP-Stack, mais avec une stack Starknet. Nous, pour les AppChain, il y a deux possibilités. Soit la personne veut l'opérer toute seule et dans ce cas-là, elle run le séquenceur, etc. Ou alors, on peut l'opérer nous-mêmes. Donc, par exemple, c'est ce qu'on Mmh. fait avec Paradex. C'est nous qui opérons l'infrastructure OK. et pour la AppChain. Donc, voilà. Donc, ouais, pour Again, pour Starknet, le public Starknet, je pense pas. Enfin, c'est pas l'heure du jour. Après, nous, on va implémenter à terme Volition, qui va être un mode où on aura plusieurs hybrides pour le DA, Mmh. potentiellement au libre choix du développeur d'application. Donc, peut-être on aura OK. un mode où on extend et on aurait du Again, du Celestia sur le public Starknet. Mais c'est pas méga urgent à l'ordre du jour aujourd'hui. Ouais. OK, OK. J'avais une dernière question sur ta attends que je revienne dans ma petite liste. Hem, ah oui, vous alors, la force de Starknet, c'est vraiment vous êtes des brutes en tech, mais le point faible, c'est, attirer un écosystème, surtout avec un langage comme Cairo. Comment est-ce que alors là, du coup, vous comptez un petit peu sur ce qui va se développer autour, avec Bitcoin justement. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour, justement faire revenir beaucoup de monde, enfin les gens ne sont pas partis, mais en tout cas attirer beaucoup de monde vers Starknet et redévelopper un écosystème, c'est quoi votre solution là-dessus? Mhm. Alors, il y a deux parties. Il y a la partie développeur et la partie utilisateur. Je vais adresser les deux. Sur la partie développeur, donc historiquement, c'est intéressant comment ça s'est construit sur Starknet. Tu sais, au début, on voulait le truc que tout le monde veut, avoir les blue chips, les AAV, les Uniswap, etc. Mais du fait qu'on n'était pas IBM compatible, c'était en Mmh. fait un coup d'épée dans l'eau. On a très vite abandonné. En Mmh. fait, pourquoi? Comment ça se passe? Concrètement, tu vas taper à la porte d'un AAV, un Uniswap. Euh, il va dire deux choses. T'es IVM ou pas? Oui, non. Ok, bon, déjà, t'es pas IVM, tu descends très fortement dans le backlog d'intégration. Et de deux, bah, il va demander bah, combien tu me donnes. Et en fait, ce combien tu me Mmh. donnes dépend fortement de si tu es IVM ou pas. Donc en fait, mais c'est logique. Dans le sens, c'est Oui. logique. C'est si tu as besoin d'être intégré et que tu vas leur demander un effort d'intégration, etc., ça paraît assez logique. C'est pas quelque chose que je critique. Mais c'est juste que du coup, nous, d'un moment, on a abandonné cette logique d'avoir des blue chips et on s'est orienté vers des builders natifs, des nouvelles teams fraîches, des nouveaux développeurs Mmh. qui vont construire des applications sur Starknet exclusivement. Donc, c'était beaucoup plus dur à les trouver, évidemment, et puis c'était un investissement plus grand et du temps, parce qu'en fait, il faut que ces teams maturent, etc. Parce que aussi, historiquement, on avait attiré beaucoup de teams jeunes, Mmh. très jeunes, etc. Euh, mais, donc c'est très, très dur à bootstrapper un écosystème comme ça. Par contre, maintenant, 3 ans après le bootstrapping de cet écosystème,
je trouve que ça a quand même eu pas mal d'effets intéressants. Premièrement, ça a été un gros filtre de motivation pour enlever tous les mercenaires, etc., qui veulent juste chasser un grand. Parce que, en fait, tu n'as aucun intérêt à venir sur Starknet si tu veux juste faire un pal copy-pasta d'un truc déjà existant. Si tu veux faire ça, prends un projet VM, va le déployer sur 50 L2, va choper des grandes partout et va faire du spread and pray. En gros, une technique de spread and pray et tu vois où ça mord. Tu n'as aucun intérêt à venir faire ça sur Starknet. Tu ne vas pas apprendre un langage, développer sur un nouveau truc, une nouvelle stack, etc. pour faire juste un petit projet bidon. Donc, les gens qui venaient, c'était soit ils étaient nerd snipés, ils voulaient faire un truc qui est vraiment moonshot, qui change des sentiers battus et qui est vraiment très différent. Et aussi parce que dès le début, on avait cultivé ces trucs de dire ouais, avec Starknet, vous pouvez faire des choses que vous ne pourrez pas faire nulle part ailleurs. Des trucs qui vont demander énormément de on-chain compute, comme du gaming, etc. Et ça a attiré beaucoup de développeurs qui se disent putain, on va pouvoir faire des trucs qui ne sont pas possibles de faire ailleurs, tu vois. Donc ça a bien marché. Donc c'était un bon filtre, etc. Et aussi, le deuxième effet positif de ça, c'est que il y a eu le côté, ça a grossi comme une famille et il était très facile de créer des synergies entre les projets, des synergies, des partenariats, etc. Tiens, par exemple, tu as un nouvel AMM qui vient, une team. Oh, je dis, putain, je te mets en connexion avec Avenue, qui est le DEX agrégateur. Hop, 2 jours après, limite, il y a une intégration qui se fait, etc. Et on a tissé un écosystème très solide par rapport à ça. Donc, ça a mis plus de temps comparé à la concurrence, etc. Mais par contre, rétrospectivement, et je peux te dire aujourd'hui, la différence avec tous les VML2, je peux te dire qu'ils ont envie de notre écosystème. Et c'est pas ta théorie. Les équivalents de mon rôle dans les autres écosystèmes me le disent littéralement. Ils me disent putain, c'est incroyable. Vous avez trop de la chance, vous avez un écosystème. En fait, les gens, ils sont committés sur Starknet, en fait. Alors que eux, chez eux, par exemple, Scroll, zkSync, etc., ben, ils n'ont pas beaucoup de teams natifs qui sont juste sur eux. En fait, ils ont plein de teams EVM, mais ils sont sur eux comme ils sont sur Base, comme ils sont sur Linea, comme ils sont sur. Tu vois, ils n'ont pas un attachement particulier à un écosystème. Alors que nous, c'est pas le cas. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'était un investissement très lourd. En fait, si tu veux, pour te résumer mon sentiment sur Starknet et pourquoi je suis trop content et trop excité et méga optimiste, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a l'alignement des étoiles. Tous les trucs difficiles qu'on a fait dans le passé, là, ça commence à payer. Ce bootstrapping d'un écosystème solide, etc., dont on voit qu'il commence à porter les fruits. Le côté d'avoir toujours privilégié la tech, on voit que ça commence à porter les fruits avec Stu. Parce que le côté de on n'est pas EVM compatible, je t'ai dit, il y a 3 ans, ça nous mettait des bâtons dans les roues. Mais maintenant, on est content d'avoir ça parce que passe à risque 0, SP1, on peut aller au max des performances, etc. Et on a tout ça qui se culmine. Bitcoin, ça commence à plutôt bien se passer, etc. Tu vois, on a un alignement des stars qui commence à être intéressant. Et voilà, donc ça, c'est pour la partie développeur. Deuxième partie, la partie user, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis de plus en plus optimiste, c'est que je crois vraiment au potentiel de Starknet pour devenir la home pour les consumer apps à grande échelle, et même celle du Web 2. Par exemple, Focustree, qui est devenu un showcase magnifique de ça. Focustree, c'est une application, la target, c'est principalement les étudiants. C'est cette catégorie d'applications qui s'appelle des Focus Apps, qui est une application toute simple. En fait, tu te connectes et en fait, tu peux couper toutes tes notifications d'un seul coup. Tu dis, je veux me mettre en mode focus pour une demi-heure, 1 heure, tu choisis. Et l'application va te bloquer toutes les notifs. Et tu as un côté gamifié dans l'application, il y a des jardins, des NFT, un peu avec la symbolique, etc. Tu as un côté communautaire. Et en fait, très, très intéressant, 2 choses, leur stratégie de growth et aussi pourquoi Starknet est particulièrement adapté pour ce type d'application. Eux, Focustree, ils ont une stratégie de growth méga agressive, très Gen Z, TikTok. Et en fait, c'est aux antipodes de nous, parce que nous, juste, on a plus justement des gros tech, on est plus entre guillemets des gros boomers, on n'est pas du tout des Gen Z. Mais en fait, eux, ils ont capté le truc et en fait, ils arrivent à vraiment tirer parti du potentiel de Starknet en mode infrastructure invisible. Grâce à la compte abstraction, etc. En fait, là, c'est affolant. C'est-à-dire que tu utilises l'application, tu ne te rends même pas compte qu'il y a de la blockchain derrière. Et en fait, under the hood, ça utilise Starknet. Là, je vais te dire les stats en temps réel de combien d'utilisateurs ils ont ramené depuis, je crois, ça fait 3 semaines. 340 100 utilisateurs sur Starknet Internet. Et attention, 340 000 utilisateurs réels. Et ce n'est pas des trucs de spéculation. Donc là, tu peux dire que c'est vraiment c'est Sybil résistant dans le sens où tu as une vérification par device, etc. Donc pour farmer ça, mon gars, il faut acheter un iPhone ou un Android, etc. Donc c'est 340 000 users sur Starknet qui sont venus sans même le savoir, potentiellement, qui ne connaissent pas la blockchain, etc. Et donc ça, c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de taper de plus en plus sur ce côté consumer apps, parce qu'on a l'infrastructure la meilleure pour ça. Et en fait, c'est intéressant parce que pour moi, toutes les Web 2 applications
à grande échelle, que ce soit social ou n'importe quoi, qui ont des centaines de milliers d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs, pour moi, ils ont beaucoup moins de biais sur les network effects de l'EVM, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'infrastructure la plus efficace. Et en fait, tu vas leur comparer quoi? Les coûts, la UX. Et nous, en fait, on est les meilleurs objectivement sur tous les niveaux là-dessus. On est le ZK Roll le plus efficient. On est parmi les moins chers, même comparé aux Optimistic Rollup. On a le meilleur niveau de sécurité comparé aux Optimistic Rollup. Et on a une UX de malade avec la compte abstraction la plus pure qui existe. Donc, en fait, quand tu combines tout ça, tu dis, ouais, en fait, il y a un gros potentiel pour les consumer apps en mode Starknet, en mode infrastructure invisible, qui va juste être derrière pour la partie on-chain, mais tu n'as même pas besoin de le savoir dans l'application. Donc, ça, c'est un truc qui fait que je suis très bullish sur ce genre d'application et on le voit directement. En vrai, je connais même pas, peut-être que toi, tu as un exemple, tu connais beaucoup d'applications et tout. Je connais même pas une seule app dans toute la crypto qui a ce genre de volume d'utilisateurs sur des use cases non spéculatifs. Parce que bien sûr, tu peux me citer les pump down fun, etc., les trucs casino, ils ont plus d'utilisateurs que ça. Mais je ne connais pas une application avec des users organiques réels qui a autant d'utilisateurs réels qui utilisent aussi de manière récurrente. Je ne sais pas exactement les daily active users, mais je crois que c'est 70 000 daily active users ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on verra un pivot. Aujourd'hui, on voit que dès qu'un écosystème naît, c'est tout de suite des cas d'utilisation qui sont crypto-natifs et qui parlent absolument pas aux gens qui sont extérieurs à la crypto. C'est des pump funds, c'est la DeFi, mais un peu compliqué, tu vois. Et ça manque justement de ce genre d'applications qui sont disponibles pour tout le monde, t'as pas besoin de comprendre la crypto pour l'utiliser. Et je pense qu'il y aura un pivot un jour. C'est pas encore actuel, mais je pense qu'il y aura un pivot là-dessus où l'adoption viendra de là parce que ça fait beaucoup plus de sens. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait tant de gens, en fait, tu vois, parce qu'il n'y a pas de barrière, en fait. La crypto, il y a toujours une barrière quand tu entres, c'est ça. Exactement, complètement. Et je voulais juste répondre à une personne dans le chat qui disait niveau frais, c'est pareil que les autres L2. Non. Il y a les seuls qui peuvent être moins chers, c'est OP Mainnet. Alors, je ne te parle pas des Validium, parce que si tu parles des Validium, évidemment, ils vont être moins chers, mais c'est pas un roll-up, par définition. C'est juste, c'est pas une critique, c'est pas un roll-up, donc tu peux pas comparer. Bien sûr. Si tu regardes, attends, je peux partager mon écran? Bien sûr, vas-y. Ok. Donc, si tu regardes, bah, c'est simple. Le seul qui est moins cher que nous, c'est OP Mainnet, mais c'est un optimistic roll-up, donc c'est normal qu'il soit moins cher qu'un. Ouais. Et encore, on arrive même à être moins cher que dans pas mal de cas. Parce qu'au fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, nos transactions, elles sont plus gourmandes. Parce que comme je t'ai dit, on a des jeux, etc. On a des jeux qui ont beaucoup de compute, etc. Donc, si tu regardes sur un transfert, on est littéralement pareil que OP Mainnet, avec un niveau de sécurité meilleur et une meilleure finalité. N'oubliez pas que la finalité sur l'optimistic rollup, elle est de 7 jours. Donc voilà. Non, mais voilà, je dis ça. Donc, non, mais c'est vrai, on le dit pas. Après nous, le ZK Rollup le moins cher, il est 2 fois plus cher. Donc, plus de 2 fois plus cher d'ailleurs. Donc voilà, non, en termes de frais, il n'y a pas photo. En termes de. Non, c'est pas décentralisé. Pour l'instant, c'est centralisé. Comme tous les L2. C'est Scroll en plus, personne n'utilise Scroll. Personne n'utilise Scroll en plus. Est-ce que c'est des mauvais acteurs ZK? Je sais que c'est des mauvais acteurs dans le CT. Ils ont fait n'importe quoi. Est-ce que c'est des mauvais acteurs ZK? Mauvais, non. Ils sont pas dans notre catégorie, mais ils sont pas mauvais. Non, ils sont bons. Pour le coup, sur la partie ZK, ils sont bons. Ouais, non, ils font ils ont juste fait n'importe quoi. Ouais. Non, sur la partie ZK, ils sont sérieux. C'est dans la catégorie sérieux, c'est pas le S tier comme Starkware Polygon, mais c'est le A tier en termes de ZK. Ouais. Ok. Et petite question. Alors, elle est un peu fâcheuse cette question, mais elle est importante, je trouve. Forcément, Starknet, vous avez un token. Quel est le business model de Starknet sur du long terme? Parce que ça va pas. Est-ce que avec un seul séquenceur, enfin, ou même plusieurs solutions, est-ce que vos revenus vont dépendre de ça? C'est quoi le business model à la fin? C'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question. La réponse honnête, c'est que moi, personnellement, j'y pense pas. Et il n'y a pas un effort méga actif d'y penser en interne. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord faire en sorte que Starknet soit successful, en fait, d'abord. Je sais pas si c'est une erreur de se dire qu'il faut pas penser à ça plus tôt et vraiment anticiper, etc. Mais il y a ce côté de se dire, OK, faisons en sorte que Starknet pète, que ça soit successful, etc. Et le reste viendra, entre guillemets. Même si, évidemment, on ne veut pas faire n'importe quoi sur la partie token, l'intérêt du token, etc. C'est pour ça que dès le début, on a présenté les 3 fonctions du token sur la partie gouvernance, gas token et aussi sur la décentralisation.
Donc, il y a déjà des fonctions de base qui ont été prévues, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas un effort conscient d'aller à l'extrême, de chercher à monétiser, de régénérer des revenus, etc. D'ailleurs, je pense que c'est assez, entre guillemets, noble de la part de Starkware de, entre guillemets, se laisser un peu de côté pour le bien de Starknet et de ne pas faire en sorte que l'entreprise déjà cherche à faire des revenus, etc., de profit. Je pense que ce n'est pas le cas de tous les L2, pour être très clair. Voilà, chacun sa stratégie. Mais voilà, en tout cas, sur les fonctions du token, dès le début, elles sont très claires. Voilà, si on peut utiliser du HIT comme gas token, mais under the root, c'est converti en Stark. Donc, à la fin de la fin, tu payes le séquenceur en Stark. Si tu payes en HIT, c'est converti en STRK derrière. Donc, le gas token de Starknet, ça reste STRK quand même. Ouais. Ok. Et il n'y a pas un business à... Vous avez du coup potentiellement le meilleur prouveur au monde, sûrement le meilleur. Est-ce qu'il n'y a pas un business à générer des preuves pour le monde? Je voulais pas, enfin, c'est pas que je voulais pas que tu me poses cette question, mais t'es vif. Non, t'es très vif parce que effectivement, et c'est ça qui est un peu pas malheureux, mais qui est assez ironique dans l'histoire, c'est que littéralement Starkware est l'entreprise qui a pionnérisé tout ça, qui a depuis le début fait tout ça avec des preuves en production, etc., qui était la première. Et c'est obvious depuis le début pour tout le monde chez nous qu'un jour, le marché de la preuve, il sera même potentiellement même plus gigantesque que le marché de la blockchain et qu'on est l'entreprise littéralement la mieux placée au monde pour adresser ce market, mais on ne le fait pas. Enfin, on ne le fait pas de manière très active et très forte. Pas comme RISC-0 et SP1 qui se concentrent uniquement là-dessus. C'est très difficile. Moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'aimerais ton avis honnête à toi, parce que moi, ça me torture l'esprit à chaque fois. Hein. Parce que moi, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé dans ZK, je me suis dit, ben, putain, en fait, c'est un truc qui est extrêmement gigantesque, etc., même en dehors de la blockchain, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est aussi stylé que Starkware, il peut aussi capturer ce marché du ZK, etc. C'est un truc qui est très, très intéressant. Mais c'est vrai que là, l'écrasante majorité de nos efforts, 95%, sont sur Starknet. Alors qu'on a la meilleure tech pour ça, Stu et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté de dire, putain, à quel moment on doit prendre le virage, enfin pas le virage, mais à quel moment on doit mettre un peu plus d'efforts sur cette partie-là, etc. Je te retourne la question, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, tu vois, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que je me dis, en fait, c'est votre levier, il est là-dessus, il est sur ZK, et c'est pas quelque chose qui va bénéficier forcément à Layer 2 parce que les utilisateurs s'en foutent, honnêtement. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est de la rapidité, ils veulent du. Tu vois, ils sont très bien sur MegaIF autant que sur Starknet parce qu'ils comprennent pas ce qu'il y a en dessous. Donc, pour moi, votre levier, il serait là-dessus parce que moi aussi, je vois un marché dans 20 ans qui est monstrueux. On pourra parler des ZKTLS si tu veux. Et sur L2, c'est tellement dur de générer autant de revenus sur un séquenceur. C'est compliqué. En plus, il faut avoir la mémétique, il faut avoir. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas tech en fait. C'est du market direct. Ouais, t'as raison. Et historiquement, c'est pas là où on est les plus forts. Donc, t'as raison. Alors qu'on est les plus forts sur le ZK, incontestablement. Exactement. Mais oui, t'as raison. Ok, bon. Mais comme tu as dit, l'interrogation, elle est sur ce que tu as dit. En fait, et c'est ça qu'on se dit depuis le début. Tu as dit dans le 20 ans, il sera huge ce market. En fait, il n'est pas clair à quel moment il sera vraiment un gros marché de lapin. C'est ça le truc en fait qui nous fait beaucoup hésiter. Parce qu'en fait, on le sait tous. C'est comme si c'était un truc qui est méga obvious. Tu sais que putain, ça va être absolument obvious que ça va être un marché gigantesque, mais tu sais pas quand. Et en fait, du coup, tu es dans une réalité où que tu as des employés, on est une boîte de 200 personnes. Tu as un runway, tu vois, etc. Et donc, tu es obligé de jongler avec ça. Par exemple, il n'est pas clair du tout aujourd'hui que RISC-0 et SP1 peuvent trouver un PMF dans les 5 ans à venir. Hein. C'est pas clair. C'est un pari qu'ils font. Ils y arrivent bien pour l'instant l'attraction sur ce début de niche, mais pour l'instant, c'est un market, l'adressable market, il est petit, tu vois, entre guillemets, pour l'instant. Nous, on avait regardé un petit peu par curiosité des statistiques pour RISC-0 pour voir qu'est-ce qu'il leur fallait, combien de projets leur fallait pour être profitables, etc. Il va falloir qu'ils en signent un paquet de projets qui utilisent leur solution pour même rentrer dans leurs frais. Tu vois. Bah oui. C'est pour ça. L'inconnu, elle est là sur le timing de ce marché-là, etc. Après, est-ce qu'on n'est pas trop confiant de se dire on a le temps et que si ça vient, on aura le temps de s'adapter, de taper dans ce marché-là, là où les autres, ils auront déjà buildé du network effect, du branding et tout. Et que même si on est meilleur, ça suffira pas à les dépasser. C'est très probable. Hein. Regarde, on a un exemple sous les yeux qui est flagrant avec l'Optimistic Rollup. Depuis le début, tout le monde sait que les Zk Rollup sont meilleurs. Hein. Pourtant, eux, ils ont été go-to-market plus tôt. Mon gars, même 5 ans après, on galère toujours à attraper le network effect qu'ils ont, Optimism et les Optimistic Rollup. Il n'y a aucun Zk Rollup pour l'instant qui mange à la table de ceux-là pour l'instant.
On est Ouais, le mais plus parce proche d'y arriver, mais ouais. c'est très dur de combattre un network effect et la Mmh. distribution. Parce qu'au final, tu parlais de finalité, il y a 7 jours de finalité sur Optimistic, mais moi, en tant que user, je la sens jamais, les 7 jours, tu vois? Je peux Oui, bouger parce que tu comme passes je par veux, des tu vois? arbiters, layer swap, etc. Tu utilises des C'est ça. intermédiaires. Ouais, ouais. Non, c'est Et vrai. ouais, Donc, tu as c'est raison, terrible, ouais, hein, si on mais n'est peut-être pas assez pragmatique. Mais oui, tu as raison. Mais la réalité, elle est là. Et tu as raison de me ouais. dire ça, de me dire, ouais, mais Abdel, mais la réalité, elle n'est pas là. Et c'est vrai. Et moi-même, je suis le premier à dire en interne, des fois, ce manque de pragmatisme, etc. Et je suis constamment piégé entre mes opinions personnelles, puristes, etc. et ce pragmatisme. Parce que je le sais, en plus, que tu as raison. Les gens s'en foutent, Mmh. etc. Mais j'ai envie de m'accrocher à l'espoir de dire qu'à terme, ça paiera, tu vois. Mais bon, c'est pas garanti, tu as raison. Mmh mh. Et c'est un peu, tout à l'heure, on en parlait, c'est exactement le même genre de combat entre Ethereum et Solana. Et qui Ethereum Ouais, commence à céder à la tentation du pragmatisme à outrance, etc. Donc, oui. c'est ça. Exactement. Et bon, on va arriver sur, 1 heure et demie, mais j'aimerais bien quand même, savoir qu'est-ce que tu regardes toi personnellement? Sans parler de Starknet, qu'est-ce qui te plaît dans l'écosystème? Là, il y a Hyperliquid et on en parle à fond, tu vois? Et bah, j'imagine que ça il y a peut-être pas assez de validateurs pour toi, mais voilà, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te plaît? Même Web2, hein, qu'est-ce qui Ouais. t'anime en ce moment? Ah, écoute, Hyperliquid, ils ont objectivement plié le game, je vais pas mentir, hein. Moi, c'est un truc qui m'intéresse pas perso, mais j'observe, bien sûr, j'observe. Mmh mh. Ils ont plié le game. Ils ont plié le OK, game. game. Déjà, on va pas se mentir, première chose dans laquelle ils ont plié le game, leur airdrop. C'est le Mmh. premier de l'ère des gros airdrops qui a réussi à recontrebalancer le mauvais sentiment, littéralement, c'est le premier. Mmh mh. Tous les autres avant eux avaient fail, on Mmh. va dire ça, d'un point de vue perception du grand public. C'est les seuls qui ont renversé la vapeur. Ils avaient le Mmh. setup pour, évidemment, parce que ils n'étaient pas heavily VC funded, il y avait plein de raisons pour lesquelles ils C'est pouvaient ça. faire une large portion pour la communauté, etc. Et ils ont très bien joué le coup. Ils ont joué avec leurs armes. Ils ont une approche product first. On fait un produit, on graille tout, on n'est pas un infra layer, on a un produit avant tout. Et on fait un beau airdrop et ça va suivre. Et ça a suivi. Donc, masterclass là-dessus. Bah, voilà, t'es obligé. Moi, c'est pas ma cam, hein, je ne vais pas te mentir. Ça me j'aime pas, ça me fait pas vibrer. Je trouve rien, il n'y a rien d'innovant. Mais ils ont fait une masterclass, donc je ferme ma gueule Mmh mh. là-dessus. En termes de, c'est une masterclass en termes de go-to-market et de comment faire un launch Ouais. successful. Mmh. Et pas qu'un launch, hein, parce que même après qu'ils aient fait leur masterclass, je me suis dit, ok, ils ont fait un beau truc, mais ça va s'écraser. Non, ils ont réussi à se relever, etc. Bon, Crypto Pixou est très content, hein, mais Ouais, tu non, m'étonnes. ils sont forts. Ils sont forts. Mmh. Donc l'approche product first a marché. Nous, depuis le début, on ne peut pas aller vers ça. Enfin, on se refuse. On veut une séparation stricte entre le protocole et les applications. Donc, on ne pouvait pas jouer ce playbook-là. Et aussi pour plein d'autres raisons. Et puis, on est très mauvais probablement en marketing et plein de choses comparé à eux. Mmh. Voilà. Donc, moi, ça ne me fait pas vibrer, mais j'étudie ces masterclass, ces cas, etc. Donc, ouais, masterclass qu'ils ont fait, c'est clair. Mmh mh. Impressionnant, mais ça m'intéresse pas. Moi, je suis un peu, je deviens de plus en plus un boomer, c'est-à-dire que je suis ce qui se passe, même dans les trucs un peu trendy et tout, mais ça m'intéresse pas. Le seul truc qui Mmh. m'intéresse aujourd'hui, le plus, c'est Bitcoin. Je vais pas te mentir, Ouais. en fait, Bitcoin est devenu tellement important pour moi et que la mission est pas encore finie que je me dis, je peux pas m'éparpiller à m'intéresser à d'autres trucs. Il y a le ZK au sens Mmh mh. large, Bitcoin me fait vibrer de plus en plus. Aussi sur la mission dans le monde réel, de plus en plus ces derniers mois, j'ai été confronté à des cas réels avec des gens qui m'ont frappé, qui m'ont redonné encore plus envie de me consacrer à cette mission et qui m'ont Mmh. écarté de beaucoup de choses ailleurs de tout le reste, tu vois. Mais ouais, malgré tout, je suis un peu ce qui se passe, les trends, etc. Mais Mmh. ouais, en termes d'intérêt personnel, moi, c'est vraiment Bitcoin en ce moment. Ouais. Surtout Bitcoin, OK. Mais on n'a pas parlé de Ferma, ça t'intéresse pas Ferma? Ferma, c'est Niveau ZK? cool. Ouais, Mmh. si, c'est cool. Ouais, en vrai, c'est cool. OK. Fermat, il y a pas mal de petits projets comme ça que je suis un petit peu. Fermat, Lagrange, tous ces trucs-là, même si j'aime pas Ismaël de Lagrange, mais il Mmh. y a il y a un petit truc avec nous, c'est qu'en fait, il nous farme de l'engagement parce qu'il a trouvé un truc. C'est qu'en fait, Mmh. à chaque fois que tu regarderas dans ses tweets si tu veux, à chaque fois il cite des projets ZK, il cite jamais Starkware. Et en fait, il en a fait sa marque de fabrique parce qu'il sait qu'on a une grosse commune. Et à chaque fois, les gens Ouais. ils disent, mais t'es sérieux, pourquoi tu parles pas de Starkware? Et du coup, il nous farme engage, il a compris le truc. Moi, je l'ai croisé Ah. où ça? À Hong Kong, il y a pas longtemps, à un événement. Mmh. Et justement, et voilà, on a rigolé, il me dit, ouais, c'est une technique, tu vois. Il nous troll pour farmer notre communauté, tu vois, en engagement. Ah ouais, Mais oui, incroyable. ça reste un projet cool. Mmh mh. Un truc qui m'intéresse, c'est le Verifiable AI. Parce que Mmh mh. les crossovers entre les ZK et l'AI,
ZK TLS que tu as mentionné, je pense que ça va être huge aussi dans le futur. Donc, très Mhm. intéressant. Mais ouais, à part ça, pas grand-chose. Ok. Bitcoin, ZK, un peu Ethereum. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, un petit peu, ok. Ok, bah écoute, franchement, faudrait vraiment qu'on se fasse. Parce que là, en fait, j'ai axé beaucoup l'interview sur Starknet quand même. Je pensais pas qu'on pouvait partir aussi loin et philosopher autant avec toi. Si un jour tu veux revenir, je vais te préparer des questions assez deep Avec plaisir. pour Ouais, aller loin. Ce sera un ouais. plaisir. Voilà. Ah Mais on va bah, terminer là, avec ça grand fait 1 heure et plaisir. demie. Déjà, si les Carrément. gens ont tenu jusque-là, c'est fort. Bravo à vous. Ouais, j'avoue. Bah, merci Ok. beaucoup, Abdel, d'être passé en tout cas. Je te souhaite Bah, le merci à meilleur avec toi, merci à Starknet. tout le Et monde. puis, Merci puis beaucoup. voilà. Et puis avec plaisir pour se refaire ça. Salut, Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. bonne soirée.